la conférence Nature en Hauts-de-France, comme ça vous est présenté là sur la page d'accueil, organisée dans le cadre de Dunkerque au naturel. Alors, on va commencer dans quelques instants. Voilà, tout le monde est là, c'est parfait. Je vous souhaite donc la bienvenue et vous remercie de votre présence. Merci à vous d'être là pour cet événement. Donc, premier événement de Dunkerque au naturel, mais on aura des intervenants qui en parleront juste après. Alors, je me présente, Frédéric Den. Encore son micro peut-être ouvert. Tout va bien. Donc, Frédéric Den, je travaille à la Maison de l'Environnement de Dunkerque. Je suis animateur environnement. Donc, la Maison de l'Environnement, qui est une association d'éducation de l'environnement. Je serai votre hôte ce soir, voilà. Alors, excusez-moi, je ne vous servirai pas un petit verre de jus de pomme local bio ou un petit jus une petite bière locale aussi, un peu de houblon, désolé. On tâchera, on espère refaire ça une prochaine fois dans des conditions, on va dire, normales, de retour à la normale. Donc, soirée dédiée à la biodiversité. Donc, avant de vous présenter les intervenants, donc, je vous informe que tout est enregistré pour les derniers qui viennent d'arriver. Donc, si vous ne souhaitez pas être visible sur l'enregistrement, coupez votre caméra. Je demande aussi à chacun de couper le son pour ne pas être perturbé par des sons parasites et qu'on puisse bien entendre les différents intervenants ce soir. Alors, le déroulement de la soirée va se faire à plusieurs temps. Je vais vous présenter aussi les intervenants de ce soir. Dans un premier temps, je laisserai la parole à M. Laurent Mazouni, adjoint au maire en charge de la transition écologique et de la résilience urbaine à Dunkerque, et à M. Yann Landcause, conseiller municipal délégué qualité de l'air et de l'eau, à la ville de Dunkerque également, qui vous présenteront donc l'événement Dunkerque au naturel, qui débute ce soir par cette conférence. Vous pourrez poser vos questions par écrit, donc dans le lien de conversation, surtout de discussion, que j'espère vous avez tous trouvé sur Zoom. Événement Dunkerque au naturel donc, qui va débuter ce soir par la conférence. C'est le cœur de la soirée, la conférence de M. Vianney Fouquet, chargé de mission référent à l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France. Il va vous proposer un état des lieux de la biodiversité régionale, issu de l'ouvrage donc Nature en Hauts-de-France, conçu et édité par l'Observatoire, donc Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France. Merci à toi, Vianney, de nous avoir contactés pour faire cette intervention ce soir. Normalement, sur le Dunkerquois, la Maison de l'Environnement, ou en tout cas dans une salle proche du Dunkerquois. Au final, voilà, elle a lieu ici, un peu chez chacun, mais bon, du coup, il y a peut-être des gens bien plus éloignés qui, de ce fait, peuvent participer, ce qui est très bien également. On devait faire ça à la bibliothèque de Dunkerque au départ, donc malheureusement, on espère qu'on pourra refaire ça, évidemment, un autre jour. Et mille excuses aussi, Vianney, du coup, parce qu'on avait promis une petite boisson fraîche, 100% locale, bio, parfumée d'une plante qui fait partie de la richesse du patrimoine végétal flamand des Monts de Flandre, que tout le monde reconnaîtra, avec modération, bien sûr. Mais je n'oublierai pas cette promesse. Promis, on y reviendra. Alors, vous pourrez poser des questions aussi à Vianney Fouquet par le lieu de conversation à l'écrit. Moi, je vais synthétiser les questions et il y aura des temps de questions-réponses dont je reposerai les questions que vous aurez pu soumettre à Vianney Fouquet. Encore une fois, parce qu'on est maintenant, une soixantaine, ce qui va être difficile d'intervenir chacun. Voilà. Suite à la conférence de Vianney, je passerai la parole à M. Guillaume Scaudet, directeur technique au Centre permanent d'initiative à l'environnement CPIE Flandre-Maritime, donc, et à Madame Armelle Leroy, directrice du pôle développement durable et de l'environnement à la ville de Dunkerque. Donc, tous les deux vous présenteront les conclusions de l'Atlas de la biodiversité communale donc, sur la ville de Dunkerque, qui a été mené par la ville de Dunkerque et le CPIE. Je remercie tous les intervenants de la soirée. Je tenais également à remercier la bibliothèque de Dunkerque, la BIB, chez qui nous devions être ce soir. Ce n'est que partie remise.
avec d'autres événements évidemment. Voilà donc les règles, je pense que tout le monde a bien noté les règles. On coupe les micros pour éviter des interférences. Vous allez dans l'onglet Conversation, Discussion, Converser que vous pouvez trouver au bas de l'image. Voilà, je vous dis merci d'avance et bonne soirée, bonne conférence. Voilà, donc je vais passer la parole à Monsieur Laurent Mazzoni et Monsieur Yann Landcause. Merci d'avance. Merci Frédéric, super. Donc bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans le cadre de la conférence de nature en Hauts-de-France que Monsieur Yannier Fouquet nous présentera tout à l'heure, donc on a vraiment hâte. Mais c'est aussi dans le cadre du lancement de notre opération, donc de Dunkerque au naturel. Alors j'ai parcouru un petit peu l'ouvrage et je retiens votre entrée en matière finalement au sein de l'ouvrage sur le fait que on ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Donc la connaissance du patrimoine naturel est essentielle, elle doit être pour nous accessible à tous. On a une difficulté parce que la notion de biodiversité est parfois très difficile à comprendre, tant les interactions sont différentes, sont importantes, mais les enjeux sont primordiaux et importants, parce que cela dépend de en dépend finalement notre qualité de vie, voire notre santé et l'avenir sur tout un territoire. Alors en parlant de territoire, notre territoire est qualifié d'urbain, d'industriel, mais il dispose de milieux tout aussi différents que remarquables finalement, entre mer et dunes, estuaires, parcs, jardins, espaces verts ou espaces minéraux. C'est aussi toute une série de niches écologiques qu'il faut pouvoir appréhender dans toute leur logique. Alors sans être alarmiste, la biodiversité n'est plus celle que nous connaissions avant, ou il y a quelques années, jeunes ou pas. Voilà. C'est un véritable constat, et ça à toutes les échelles d'un territoire. Et toutes les échelles d'un territoire doivent absolument en être persuadées. Très récemment, j'ai eu une discussion avec un ami écologue de la communauté urbaine de Dunkerque qui nous expliquait que finalement que les îlots de végétation préservés en zone urbaine disposaient parfois de bien plus de biodiversité que dans nos propres campagnes. Donc tout est à relativiser, mais c'est important de le savoir. La crise sanitaire nous a appris certaines choses, puisqu'elle nous a démontré comment la nature avait cette capacité de se réveiller et d'affirmer finalement sa résilience. Nous avons des responsabilités, il nous appartient aussi de sensibiliser, d'innover à travers des démarches de plus en plus inclusives, et peut-être éveiller les consciences par rapport à de futurs aménagements urbains, puisque nous sommes quand même en charge d'aménagement, et donc il faut intégrer cette notion de biodiversité. La ville de Dunkerque a d'ailleurs pu réaliser un atlas qu'on va pouvoir vous présenter tout à l'heure, donc un atlas de la biodiversité, débuté il y a plus de 3 ans maintenant. Cet atlas s'est arrêté façon de parler, mais a eu deux zooms très importants, donc sur un inventaire faunistique et floristique, afin de définir les enjeux, et sur un deuxième volet très important, sur la notion d'inclusion et de mobilisation de tous les publics. Donc c'était, et c'est avec l'idée de renforcer le pouvoir d'agir des citoyens. C'est véritablement ce qu'on en souhaite, donc pouvoir d'agir des citoyens avec l'implication des agents de terrain. Dunkerque, finalement, confirme, au regard de l'Atlas, une forme de richesse écologique qu'il nous faut absolument préserver et mieux connaître. Dans le cadre de notre mandat, nous tenons absolument à poursuivre avec les équipes l'action en faveur de la biodiversité au sein de chaque quartier, avec une visibilité aussi en termes de maillage de plus en plus affirmé, avec à l'échelle de micro-quartiers presque. C'est tout un programme aussi d'animation et de sensibilisation qui a été ou qui va être présenté avec Dunkerque naturel. Dunkerque naturel commencera à partir d'avril jusqu'à juin. Dunkerque naturel vous permettra donc de découvrir des initiatives citoyennes, de participer à des circuits de découverte biodiversité, de la découverte de nos canaux, de la nature en ville, et ça c'est important, de la nature en ville, de la reconstruction à aujourd'hui, le secret de la vie des plantes, des ateliers ludiques. Mais Dunkerque au naturel sera aussi pour nous l'occasion de présenter, d'expliquer nos nouvelles actions, avec par exemple les vergers urbains, l'installation de micro-forêts urbaines, le plan stratégique de l'arbre en ville, on en parle beaucoup sur Dunkerque, mais on a un véritable plan stratégique de l'arbre en ville, la création d'îlots de fraîcheur, mais aussi, et ça on y tient aussi, c'est la notion de cours d'école résiliente, où l'éveil à la nature sera la priorité finalement d'une nouvelle approche en termes d'éducation. Donc voilà, c'est toute une richesse, une déclinaison en termes de biodiversité qui va être expliquée au sein de Dunkerque naturel. Mais il y a un élément qu'on oublie très très souvent, et l'élément qu'on oublie le plus souvent, c'est l'eau.
L'eau, c'est une richesse qui, d'année en année, subit de plus en plus de stress. L'eau conditionne la survie de cette biodiversité. Elle est aussi à préserver à travers ce qu'on appelle la trame bleue et la trame verte. Mais là, je vais laisser la parole à mon collègue Yann, qui, dans le cadre de sa délégation, en fait une véritable priorité. N'est-ce pas, Yann? Oui, merci Laurent. Oui, bah exactement. C'est pour compléter ce que vient de dire Laurent Mazzoni, c'est cette trame verte et bleue qui est présente sur le territoire de Dunkerque. C'est quelque chose qu'on a à cœur de préserver et d'améliorer. La qualité de l'eau en soi est bonne, mais la ressource en eau est quelque chose de précieux, quelque chose de très rare. Et donc, on sait que les zones humides concentrent la biodiversité. Donc, à nous maintenant aussi de s'emparer de ces problématiques et de pouvoir justement faire que cohabite encore plus de biodiversité sur Dunkerque, de retravailler sur les corridors, ces corridors de biodiversité, le lien entre la mer, les dunes, les canaux, les forêts. Et donc, c'est ce qui va nous attacher sur ce mandat qui vient. Et donc, justement, ce genre d'intervention pour bien connaître, c'est vrai que connaître la biodiversité permet de pouvoir la préserver. Donc, on est très content de pouvoir lancer Dunkerque naturel ce soir pour cette conférence. Merci à tous. Donc, hâte de vous entendre, Monsieur Yannick Fouquet, sur justement la nature au niveau régional et l'ensemble de sa richesse biodiversité. Très bien, merci Laurent et Yann. Voilà, je laisse la parole maintenant à Vianney Fouquet. Merci bien. On était sur Dunkerque, on dézoome, on reviendra sur Dunkerque tout à l'heure. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez accès à mon écran? Oui. Ouais, tout va bien? Oui, pas de problème. Super. On voit une belle mésange bleue. Ouais, exactement. Là, tout le monde voit Qui vous salue bien bas et qui vous remercie, tout comme moi, pour l'organisation de cette soirée. Je vais tout de suite commencer et entrer dans le vif du sujet parce que j'ai finalement beaucoup trop de choses à vous raconter. Je vais commencer par donc me présenter. Je suis Vianney Fouquet. Je travaille à l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France, qui est une structure qui est financée par la GREB, donc la gouvernance régionale de la biodiversité. La GREB étant elle-même constituée de 5 acteurs institutionnels, à savoir le Conseil régional Hauts-de-France, la DREAL Hauts-de-France, les 2 agences de l'eau, Artois-Picardie et Seine-Normandie, et l'Office français pour la biodiversité. Voilà. Notre mission à l'Observatoire, on est 4 salariés. Notre mission, c'est très rapidement, de dresser des états des lieux de la biodiversité à l'échelle régionale et de les rendre accessibles au public, au grand public, et c'est l'objet de cet ouvrage-là, Nature en Hauts-de-France, mais aussi aux professionnels de l'environnement. Donc ça, c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques mois déjà, et qui dresse un état des lieux de la biodiversité lui aussi, mais avec une approche beaucoup plus technique, beaucoup de données brutes. Donc vous avez une extraction de page ici sur la flore des Hauts-de-France, des graphes, des cartes. Cet ouvrage il est à destination des professionnels de l'environnement, ou des personnes en tout cas qui ont déjà le nez là-dedans. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que notre travail à l'Observatoire, il est rendu possible grâce à tout le tissu associatif des Hauts-de-France. On a plein d'experts en région qu'on va solliciter à l'Observatoire pour avoir toutes ces données-là et pour ensuite les retransmettre au public via ces publications. Et donc, s'agissant de Nature en Hauts-de-France, je vais vous en parler 3 minutes parce que l'essentiel de ma présentation se base sur cet ouvrage. Mais c'est un ouvrage qui est qu'il faut considérer comme un peu buissonnier, c'est-à-dire qu'il vous invite à l'émerveillement, il vous invite à sauter la barrière pour parcourir tous les paysages diversifiés de la région, pour marcher à flanc de coteau et traverser des champs d'orchidées, pour vous perdre en forêt, pour prendre la mer même. Il repose sur un véritable fondement. Le fond scientifique est très solide parce qu'on a sollicité tous les experts de la région, mais pour le coup, l'ouvrage fait aussi la part belle à l'émotion, à l'esthétique et au verbe. Donc, je vais vous passer quelques pages de manière un peu subliminale pour vous donner envie de consulter l'ouvrage. Vous pouvez le commander en envoyant un chèque de 7 € pour pallier aux frais d'envoi à l'Observatoire de la biodiversité, dont les locaux se trouvent au Conservatoire botanique.
Vous pouvez aussi passer le récupérer au Conservatoire botanique de Bailleul. Et vous pouvez aussi le consulter en ligne, puisqu'il est disponible sur notre site internet. Donc voilà, les milieux naturels que je vais aborder tout à l'heure. Dans le cadre de cet ouvrage, on a fait appel à des artistes, un artiste photographe qui s'appelle Nicolas Lalo, qui met en avant justement les acteurs de la région Hauts-de-France. On a fait appel aussi à Vincent Gaverio, qui est un illustrateur naturaliste, donc qui nous a fait pour chacun des 15 milieux naturels décrits des planches de dessin qui sont des merveilles. Vincent a véritablement de l'or dans les mains. Et à côté de ces planches, vous avez un texte qui décrit, qui romance un petit peu la scène, qui décrit ce qui se passe dans l'écosystème. On a fait appel aussi à Marion Vandenbroek, qui fait des dessins d'espèces qui sont disséminés tout au long de l'ouvrage et qui sont accompagnés aussi d'une petite infographie. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Quelques images, des belles photos aussi. Je me dois de remercier tous les photographes amateurs et professionnels qui m'ont prêté leurs photos, qui nous ont prêté leurs photos pour faire de cet ouvrage un bel ouvrage. Voilà un petit peu pour vous donner envie de le lire. Alors, on va commencer par les bases. C'est quoi au juste la biodiversité? Parce que finalement, c'est un terme qu'on emploie aujourd'hui un peu à toutes les sauces, qui est même parfois un peu galvaudé. On parle de biodiversité, d'écologie, de nature, mais derrière ce mot biodiversité, il y a une définition bien précise. La première chose à savoir, et sur laquelle j'aime bien insister, c'est que ce mot biodiversité, c'est un néologisme. C'est un mot qui a été inventé dans les années 80 et qui est issu de la contraction de l'expression diversité biologique. Né dans les années 80, certes, mais il va véritablement être popularisé en 92 lors du sommet de la Terre de Rio, où là, le monde prend véritablement conscience de la dégradation de la nature à un rythme sans précédent. Vous voyez que je précise que biodiversité et nature sont deux concepts différents. Effectivement, la biodiversité, c'est une version un peu cartésienne de la nature. On parle en chiffres, c'est une version statistique. La nature, elle inclut des émotions, elle se ressent, elle se vit. Et c'est important de ne pas l'oublier. On le verra pourquoi dans quelques instants. Pour revenir à cette définition de biodiversité, on la divise traditionnellement en 3 niveaux de lecture, d'interprétation. Il y a d'abord la diversité des écosystèmes, des milieux naturels. Donc en région, on aura évidemment des forêts. La forêt, c'est un milieu naturel un peu fantasmé. On aura des vallées alluviales. Ici, comme du côté de Marly-Gaumont, la vallée alluviale de l'Oise. Donc on aura toute une diversité d'écosystèmes. Certains sont qualifiés de simples, d'autres de complexes. Un écosystème complexe, c'est finalement un écosystème d'écosystèmes. La forêt en est un bon exemple. La forêt, ce n'est pas que des arbres, mais c'est aussi des mares, c'est aussi des clairières, c'est aussi des layons et des drèves forestières. Donc voilà. Dans ces écosystèmes, on va rencontrer des espèces, faune, flore, fonges, les champignons aussi, qu'on oublie, mais qui font bien partie de la biodiversité. Le niveau spécifique, le niveau des espèces, c'est celui qui interpelle toujours le grand public, c'est le plus accessible. Et il y a un niveau, au contraire, qui est beaucoup plus difficile d'accès parce qu'un peu imperceptible, parce qu'il va un peu dans l'infiniment petit, c'est le niveau individuel. À savoir qu'au sein d'une même espèce, chaque individu ou presque est unique. Il porte en lui ce qu'on appelle des allèles. Donc l'allèle, c'est la version d'un gène. Je ne vais pas faire plus compliqué, mais c'est important d'avoir ça en tête. Chaque individu porte en lui des allèles qui sont différents d'un autre individu de la même espèce. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que peut-être que l'un de ces pissenlits qu'on voit en photo porte en lui un allèle qui permettra finalement à toute l'espèce pissenlit de résister à une future maladie qui s'en prendra au pissenlit dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Autrement dit, la diversité génétique pour une espèce, c'est une force, c'est une capacité de répondre aux agressions de l'environnement. Une question qui revient souvent, qu'on me pose assez régulièrement, pourquoi, après tout, s'embêter à préserver la biodiversité? Parce qu'une espèce disparaisse de la surface de la Terre du jour au lendemain, ça ne change pas notre quotidien. Et c'est vrai, cette question, elle est légitime. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient de tous les services que nous rend la biodiversité. On parle de services écosystémiques. Service écosystémique, c'est un concept aussi
qui est né dans les années 80 et qui a été popularisé dans les années 2000 même. Vous avez ici la liste des services que nous rend la biodiversité. Je vais pas faire le tour de ces services, mais on peut citer la biodiversité pour s'alimenter. Tout ce qu'on mange vient du vivant. La biodiversité pour se soigner aussi. Les médicaments viennent aussi à l'origine des plantes. La biodiversité pour construire des maisons. Nos charpentes sont faites de bois. Le bois est un arbre. Et puis la biodiversité aussi, et vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur Mazzoni, pour s'émerveiller. Voilà. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Surtout avec l'époque qu'on est en train avec les événements qu'on est en train de traverser. Et l'autre raison qui fait que cette biodiversité, ça vaut le coup de s'en occuper, c'est que on a, et vous l'avez aussi évoqué, Monsieur Mazzoni, un patrimoine naturel. Et le mot patrimoine, il n'est pas anodin parce qu'il confère à cette nature une valeur intrinsèque, à l'instar du patrimoine culturel, à l'instar du beffroi de Berg, à l'instar des œuvres de La Fontaine ou de Camille Claudel, pour citer des artistes régionaux. Et qui dit patrimoine naturel dit besoin de conservation et besoin de gestion. C'est ce qu'on essaie aussi de mettre en avant dans cet ouvrage, c'est que l'homme, homme et nature ne sont pas deux notions contraires, deux notions antinomiques, mais l'homme est acteur de la biodiversité. Et c'est ce qu'on va voir au cours de 7h30. Alors ça aussi, c'est la biodiversité. Je vais rester 10 secondes sur cette dia. L'idée, c'est de simplement vous préciser qu'aucune espèce n'a plus de valeur qu'une autre sur un plan esthétique. Alors moi, le premier, il y a des espèces que je préfère, et on a envie d'être plus sensible aux coquelicots fragiles et aux pétales rouges vifs ou au papillon avec ses ailes très colorées qui a un vol papillonnant justement au printemps par rapport à l'une de ces bestioles. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, toutes les espèces ont un rôle à jouer dans les écosystèmes. Alors dans les Hauts-de-France, on en est là. C'est pareil, je ne vais pas détailler ce graphe, on va s'intéresser à deux groupes. Donc, vous avez la liste des groupes faunistiques et floristiques qu'on peut trouver dans la région. Et pour chaque groupe, vous avez 2 chiffres. Un pourcentage et entre crochets, un chiffre en valeur absolue. Le chiffre en valeur absolue, ça correspond au nombre d'espèces qu'on va trouver dans les Hauts-de-France. En l'occurrence, ici, pour les papillons de jour, on a 91 espèces de papillons de jour qui fréquentent notre territoire. Et le pourcentage correspond au pourcentage de ces espèces par rapport au total d'espèces qu'on rencontre en France. Autrement dit, en France, on a 270 espèces environ de papillons de jour, et nous, on va en avoir 35%. Donc on a un tiers de la diversité d'espèces françaises en papillons de jour. S'agissant de la flore vasculaire, c'est pareil, on va être plus ou moins à un tiers de la diversité française. Criquets sauterelles, 20%, reptiles, 25%. Si on fait le tour un petit peu de ces données, on a envie de se dire que la biodiversité des Hauts-de-France n'est pas exceptionnelle. Et par exemple, en région PACA, ils vont avoir, eux, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, du côté de Nice, là-bas, au bord de la Méditerranée, ils vont avoir 70% de la diversité d'espèces françaises sur leur territoire et 85% des papillons de jour français en espèces sur leur territoire. Donc, ils nous mettent une bonne raclée. Et cette raclée, elle s'explique entre autres pour des questions climatiques, géologiques, mais elle s'explique aussi parce qu'on vit dans une région, finalement, où l'homme est omniprésent. On vit dans une région qui est beaucoup plus artificialisée que la moyenne française. Donc, une zone artificialisée, c'est une zone bétonnée, ce sont les zones urbaines, donc vous avez le tissu urbain des Hauts-de-France. Si on met ces zones rouges bout à bout, on estime que 12%, enfin on a calculé précisément que 12% du territoire régional est sous une couche de béton. La moyenne nationale est en fonction des chiffres, ça varie entre 6 et 9%. Donc on est près de 2 fois plus bétonné que la moyenne française. On est une région aussi qui est assez peu forestière. Et alors en tant qu'habitant du Nord-Pas-de-Calais, on est bien content d'avoir récupéré la Picardie dans la nouvelle grande région parce que on récupère tout le cortège ici de forêts royales qui ont été préservées pour la pratique de la chasse à courre notamment. La surface forestière de Hauts-de-France, elle est de 15%, la moyenne nationale est de 30%. Donc on est 2 fois moins forestier que le reste de la France. Et puis on est aussi une région qui est extrêmement agricole. Ce sont les surfaces en jaune. Les surfaces en jaune, ce sont des grandes cultures, voire même généralement des monocultures.
60% du territoire des Hauts-de-France est un champ, est une monoculture. Donc évidemment, et on va en reparler, il y a un enjeu énorme autour de nos pratiques agricoles qui, il faut bien le reconnaître, actuellement sont trop intensives, en tout cas incohérentes avec la notion de biodiversité. Je me permets quand même d'insister sur un point, c'est que je ne suis pas en train de jeter la pierre au monde agricole, hein, parce que le problème est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a les entreprises agroalimentaires qui imposent des cahiers des charges, parfois assez stricts, assez lourds. Et puis il y a le rôle des consommateurs aussi, vous, moi, tout le monde. En fonction des produits qu'on achète, on va valoriser telle ou telle filière. Donc les évolutions, elles sont techniques au niveau agricole, certes, mais elles sont aussi cognitives, culturelles, sociales. Elles doivent à la fois s'entreprendre à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle de toute une filière. Si on prend l'exemple des produits phytosanitaires, aujourd'hui, un peu tout le monde s'est adapté à l'existence de la solution pesticide. Si bien finalement que la stratégie de chacun renforce celle de l'autre. C'est ce qu'on appelle un phénomène de verrouillage socio-technique. Voilà. Tout le monde s'organise autour d'une méthode de production, si bien que le basculement vers une alternative peine à trouver sa place. Bon, c'est très compliqué, vous l'avez compris, mais il faut bien avoir en tête que cet enjeu-là concerne tout le monde et pas que le monde agricole. Malgré tout, et c'est là que la notion de biodiversité elle est un peu dangereuse, hein, je vous disais qu'en région PACA, ils nous mettaient une bonne raclée. Malgré tout, d'un point de vue qualitatif, on va avoir en région des espèces qui font notre fierté et que toute la France, voire toute l'Europe, pour certaines espèces, nous envie. Alors, je vous présente ici un petit panel de ces espèces. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de toutes, mais puisqu'on a Dunkerque, on peut parler littoral, on peut parler, on peut parler de cette bête-là, qui vous a peut-être interpellé. C'est un marsouin. Le marsouin, si on traduit le scandinave, ça vient de marsvin, qui veut dire cochon de mer, parce que la bête aurait l'allure d'un pourceau. Et bien, ce marsouin, qui est le plus petit mammifère marin d'Europe, 1,50 m de long, hein, c'est une petite bête, on en a plus ou moins 50 000 au large de nos côtes. 50 000, dans l'absolu, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est la plus grosse population française de marsouins qui vagabondent au large de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, d'Abbeville. Et c'est important d'avoir ça en tête aussi, de se dire que les Hauts-de-France, ce n'est pas qu'un territoire terrestre, c'est un domaine maritime. Et que ce domaine maritime, en surface, il est l'équivalent de la surface du département de l'Oise. Donc on a un département en mer qui est sous notre responsabilité aussi. On peut s'intéresser ensuite au râle des genêts. Tiens. Le râle des genêts, c'est ce petit oiseau qui ressemble un peu à une perdrix, à une caille. Vous avez ici deux cartes. En 2018 et en 2019, à droite, là, on a recensé le nombre de mâles chanteurs, donc le nombre de couples potentiels en France de râle des genêts. On va s'intéresser à la carte 2019. En 2019, vous avez vu qu'on a vu une trentaine de couples. On a entendu une trentaine de mâles chanteurs du côté d'Angers, dans la basse vallée angevine, une vingtaine de couples dans l'Aube ici, quelques-uns là, quelques-uns là, et puis, tiens, quelques-uns aussi dans notre région. Et même si on n'est pas la région la plus riche en râle des genêts, dites-vous bien que sur moins de 100 couples en France, on en a quelques-uns dans la région, et notamment dans la moyenne vallée de l'Oise ici. Et donc, on a la responsabilité à l'échelle nationale de préserver cette espèce qui, depuis une trentaine d'années, est en chute libre. Voilà, on a perdu 90% des râles des genêts en 30 ans. Alors souvent, on me dit, 30 ans, bon, à l'échelle d'une vie humaine, c'est presque la moitié d'une vie humaine, donc c'est quand même un certain laps de temps, mais non, à l'échelle du vivant sur Terre, 30 ans, c'est presque un écocide, c'est extrêmement violent. On peut s'intéresser aussi, tiens, c'est peut-être mon meilleur exemple ici, avec la Pensée des dunes, pour laquelle vous êtes directement concerné à Dunkerque. Vous voyez sa carte de répartition en France ici. On est les seuls en France à avoir cette espèce-là, cette petite Pensée des dunes qui fréquente nos massifs dunaires. Et s'agissant de cette fleur-là, elle est aussi présente un peu aux Pays-Bas, en Scandinavie, parce que c'est une espèce avec des affinités nordiques.
Mais là, pour le coup, c'est toute l'Europe qui nous regarde, donc 640 millions de personnes qui nous regardent en nous disant en quelque sorte, ne faites pas n'importe quoi dans les Hauts-de-France, vous avez ce patrimoine naturel-là sous votre responsabilité. Cette violette, elle est menacée par deux facteurs actuellement. Il y a le réchauffement climatique d'une part. Je vous disais qu'elle avait des affinités nordiques et malheureusement, les saisons, les étés étant de plus en plus chauds, elle pourrait tout à fait quitter la région, migrer vers le nord et donc quitter la région pour trouver refuge là-haut. Mais la menace directe qui pèse sur cette espèce, c'est l'embroussaillement des pelouses dunaires. Parce qu'aujourd'hui, dans les pelouses dunaires, les activités pastorales, agricoles et pastorales, agro-pastorales, sont désuètes. Or, cette violette-là, elle a besoin d'un milieu ouvert, d'un milieu qui prend le soleil. Et faute d'activité agro-pastorale dans le milieu dunaire, la dune a tendance à se refermer, ce qui déplaît à cette espèce-là. Et c'est là qu'on voit encore une fois que l'homme, par ses activités agro-pastorales, avait en tout cas un impact positif sur la biodiversité. Je me dois aussi quand même de vous parler d'une autre espèce qui me tient à cœur, c'est la grenouille des champs que vous avez en bas à gauche là. Alors elle ressemble à une grenouille rousse, hein, mais en réalité c'est une espèce à part entière. La grenouille des champs, on la trouve à 5 endroits en France. Eh bien 4 de ces 5 endroits se situent dans les Hauts-de-France. La 5e station, elle se situe en Alsace. Et pour avoir eu le responsable de la réserve naturelle en question au téléphone il y a quelques mois, il me confiait que la population là-bas avait quasiment disparu. Donc là aussi, pour la grenouille des champs, qui vit dans les marais, elle porte assez mal son nom, c'est comme ça. Pour la grenouille des champs, on a une responsabilité nationale. Si on devait ressortir un milieu naturel pour lequel on a une responsabilité plus qu'un autre, ce serait, allez, il y en aurait deux, mais l'un des deux, ce serait le milieu littoral. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on dispose d'un littoral exceptionnel, avec notamment des massifs dunaires, et vous êtes bien placé pour le voir, que la France nous envie. Sur cette carte ici, vous avez un maillage communal, et pour chaque commune, on a la richesse d'espèces de plantes d'intérêt patrimonial. Une plante d'intérêt patrimonial, c'est une espèce qui intègre une liste sur 3 critères, critères de rareté, de menace et de responsabilité régionale. Et quand vous regardez cette carte-là, on s'aperçoit que notre littoral est presque intégralement rouge de Dunkerque à Abbeville. Voilà. Donc, on a un littoral d'exception, et il ne faut pas l'oublier, quand on va à Brédune ou à Dunkerque manger une frite, boire une bière, on est entouré de massifs dunaires d'exception, d'une de Wulf, d'une du Perroquet, d'une Marchand. Mais malgré tout, et c'est là que je dois revenir aux mauvaises nouvelles, cette biodiversité, elle s'effondre à l'échelle mondiale et française et dans la région. Ça, c'est une réalité scientifique. Ne pas être alarmiste, d'accord, mais il y a quand même une réalité qui est assez violente et qu'on ne peut pas réfuter. Ce qui est assez préoccupant quand même, c'est que la biodiversité dite ordinaire se casse aussi la figure. Le moineau en est l'un des exemples. À l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, on a perdu 30% de nos effectifs de moineaux domestiques en 25 ans. Je vous parle de biodiversité ordinaire, mais je me dois quand même de vous dire que d'un point de vue biodiversité, donc, l'effondrement est beaucoup plus caractérisé pour les espèces qui sont qualifiées de spécialistes. Une espèce spécialiste, c'est une espèce qui est inféodée à un type de milieu particulier. En l'occurrence, le moineau, c'est une espèce qui est inféodée au milieu bâti, à l'homme. Et parmi ces espèces spécialistes, on a aussi les espèces des milieux agricoles. Et là, c'est un peu plus dramatique. À l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, on a perdu 50% en effectif, en nombre de nos oiseaux agricoles. Vous avez ici un bruant jaune. Le bruant jaune a chuté de 60%, 70% pardon, des effectifs ont chuté, ont disparu du Nord-Pas-de-Calais en 25 ans. L'alouette des champs, c'est pareil, en 20 ans, 20-25 ans, on a perdu 60% de nos alouettes des champs. Et s'agissant de la linotte mélodieuse,
on a perdu là 80% de nos linottes mélodieuses. Donc voilà, cette réalité, on ne peut pas la nier. Alors qu'au contraire, les espèces dites généralistes, donc sont les espèces d'oiseaux qui en l'occurrence, savent rebondir en cas de difficulté ou fréquentent plusieurs types de milieux naturels, elles se portent plutôt bien. Et ça traduit ce qu'on appelle aussi une banalisation de nos paysages. Et par rapport à l'agriculture, par exemple, dans le monde agricole, là, tout converge un peu vers l'obtention d'un sol idéal. C'est-à-dire que la terre trop acide, elle va être chaulée, la terre trop calcaire, pardon, elle va être acidifiée, la terre trop humide, elle va être drainée, la terre trop sèche va être au contraire irriguée, si bien toutes les spécificités de nos terroirs qui sont sujettes à la biodiversité vont être effacées pour avoir un sol idéal. On voit aussi qu'au niveau végétal, je parlais des oiseaux, mais c'est pareil, les espèces messicoles, donc les espèces qui poussent dans les champs, qui sont liées aux moissons, elles aussi sont particulièrement menacées. On a 92 espèces de messicoles dans les Hauts-de-France, avec en tête de gondole le coquelicot, les coquelicots en réalité, parce qu'il y a 4 espèces de coquelicots. Parmi ces 92 espèces, 20% ont disparu et 20% sont menacés. Alors souvent on me dit « Ah, le coquelicot vianney, cette année quand même, on en a vu pas mal ». Alors oui, c'est vrai, ce qui sauve un peu le coquelicot, c'est que sa graine peut rester une quarantaine d'années dans le sol, tout en gardant son pouvoir germinatif. Et donc, il suffit qu'on fasse quelques travaux au bord de la route, entre le champ et la route, qu'on retourne de la terre et qu'on remette en surface une banque de graines de coquelicots qui attendait là depuis 30 ou 40 ans. Et la floraison est impressionnante, et donc on se dit que le coquelicot, finalement, s'en sort bien. Ce n'est pas tout à fait ça, les botanistes sont un petit peu plus inquiets. S'agissant de ces 3 espèces-là, le déclin est un peu plus avéré. Vous avez ici un pied d'alouette des champs, donc pied d'alouette qui doit son nom à la forme de son éperon ici, qui rappelle le doigt de l'alouette. Vous avez ici une nielle des blés qui a quasiment disparu de la région. Et vous avez ici un bleuet. Aujourd'hui, tomber nez à nez avec un bleuet sauvage, ça relève un peu de l'exploit. Et je me dois aussi de faire le parallèle avec ce qui se passe dans nos prairies, parce qu'une prairie, c'est un peu trompeur, c'est de l'herbe, il y a du bétail, c'est vivant, ça paraît plus naturel qu'un champ de betteraves ou de pommes de terre, mais en réalité, beaucoup trop de nos prairies encore sont amendées, sont traitées avec des produits phytosanitaires. Une prairie naturelle, dans la région, c'est une prairie qui est remplie de cette espèce-là, qui est la grande marguerite. Et aujourd'hui, tomber nez à nez aussi avec une grande marguerite, en tout cas dans une prairie, dans son milieu naturel originel, ça devient compliqué. Pour la petite histoire, vous connaissez peut-être ce jeu qui consiste à effeuiller, enfin enlever les pétales, qui ne sont pas vraiment des pétales, mais qu'importe, enlever les pétales de la marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je sais que moi, gamin, je jouais à ce jeu-là avec la pâquerette. Et quand j'en ai parlé avec mon directeur, lui, il me soutenait que c'était avec la marguerite. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai effectivement trouvé que ce jeu a été officiellement inventé par les Italiens, parce que les Italiens, dans leur désir de séduction, avaient compris que le nombre de ligules blanches, donc ce sont les pétales blancs de la marguerite, si on les retirait un par un, ce nombre permettait d'arriver systématiquement aux 2 derniers niveaux, à savoir passionnément et à la folie. Donc dans leur technique de drague, en quelque sorte, c'était assez efficient. Et si moi, je me suis rabattu sur la pâquerette pour jouer à ce jeu-là, c'est parce que des marguerites, je n'avais plus finalement à m'en mettre sous la main, quoi. Alors, je vous me dirai via le chat, si vous voulez, si vous jouiez avec des marguerites ou des pâquerettes. D'ailleurs, en parlant de chat, Frédéric, attends, je finis avec cette dia peut-être, et ensuite on peut prendre les questions. Je finis avec cette dia, oui, avec cette dia qui recense qui parle des amphibiens. Je voulais terminer un petit peu là-dessus pour le constat à l'échelle des Hauts-de-France, parce que les amphibiens sont les animaux les plus menacés à l'échelle mondiale. 42% des espèces d'amphibiens sont menacées à l'échelle mondiale. Vous avez ici quelques espèces qu'on trouve en région. Donc ici, le triton alpestre, qui est probablement mon triton préféré. Vous avez le crapaud calamite ici avec, regardez-moi cet œil, on dirait un bijou. Et vous avez le pélodite ponctué qui, lui, fréquente notamment les terris,
C'est une espèce plutôt sudiste, mais qui a trouvé dans les terris un habitat chaud et sec qui lui sied bien. Et donc, si je voulais conclure un petit peu sur les amphibiens, c'est pour effectivement vous préciser que c'était un groupe animal particulièrement menacé, mais c'était aussi pour conclure sur une note d'émerveillement, parce que quand on parlait de la biodiversité pour s'émerveiller, ben, on s'en rend compte là, avec ces bestioles-là qui sont absolument incroyables et dont on a l'impression qu'elles sortent tout droit d'un film de science-fiction, voire des tropiques. Frédéric, je te propose une petite pause si tu... Très bien, merci Vianney. De rien. On fait une petite pause, on boit un petit coup, on se détend, voilà, comme si on était en présentiel tous ensemble. Alors, pas trop de questions pour l'instant, c'est que tu es parfait, ou tout le monde dort, non? Faites-nous signe. Je plaisante, hein, je taquine Vianney que je connais bien. Il faut dynamiser un peu la soirée. Là. Je sens que Bernard, par exemple, il s'affaisse, on ne le voit bientôt plus à l'écran. Hein, voilà, on remonte un petit peu. Voilà. Alors, il y avait deux petites questions, on va dire. Tu avais comparé un peu la région PACA et les Hauts-de-France. Et donc, on avait une question sur la densité de population qui est aussi élevée, c'est vrai, en région PACA. Alors, elle est légèrement plus faible que la région PACA. J'avais répondu tout de même qu'il y a de grands espaces naturels en région PACA, certes de grandes agglomérations, mais aussi de grands espaces naturels de grande ampleur qu'on a très peu chez nous. Nous, on est vraiment très, très morcelés. On n'a pas le parc national du Mercantour, par exemple. Oui, enfin, effectivement, là... Pardon, vas-y. Vas-y, Vianney. La comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. Et effectivement, je comprends bien ce que vous voulez dire. Surtout qu'en région PACA, on passe très rapidement de la mer à la haute montagne. Et donc, on va avoir différents gradients comme ça qui vont faire exploser la biodiversité, effectivement. Et puis pour les animaux qualifiés, les animaux à sang froid, dans ces régions-là, on aura une plus grande diversité parce qu'évidemment, il y fait plus chaud. Mais voilà, si on s'en tient à cette notion de biodiversité et aux chiffres, en fait, la notion de biodiversité, quand elle est mal interprétée, elle peut aussi sous-entendre finalement qu'un jardin botanique, parce qu'il concentre plus d'espèces, a aussi plus de valeur qu'une tourbière acide parce qu'elle concentre moins d'espèces. Voilà, alors je m'égare un peu là pour le coup, mais l'idée c'est d'avoir un point de comparaison. Et par rapport à la densité de population, effectivement, dans les Hauts-de-France, on est la deuxième région la plus peuplée de France avec 189 habitants au kilomètre carré, juste derrière l'Île-de-France. Je ne connais pas les chiffres pour la région PACA, par contre. PACA, donc de ce que j'ai pu lire, 160. D'accord. Bon, ils ne sont pas très loin non plus. Alors ensuite, il y avait, voilà, tu nous as fait rêver avec tes marguerites, là. Pas le prénom, mais les fleurs, hein, on a tous batifolé, ça y est, on est tous dans un grand champ de marguerites, même dans nos rêves. Mais... Alors oui, donc c'est de... Quelqu'un disait, les marguerites deviennent moins communes dans les prairies. Par contre, j'en vois beaucoup l'été le long des routes. Est-ce les mêmes? Est-ce des belles sauvages? Est-ce que se sont regroupées là le long des routes? Voilà le reste de biodiversité pour ces marguerites, ou est-ce d'autres marguerites? Non, ça peut tout à fait être les mêmes. Justement, le bord de route pour la marguerite, aujourd'hui, c'est une zone refuge. C'est-à-dire qu'on n'en veut plus vraiment dans les prairies. De l'autre côté de la prairie, il y a la route. Et entre la route et la prairie, il y a ce bord de route qui est un peu laissé à l'abandon et sur lequel la marguerite va s'épanouir. Il y a quelques années, et c'est encore valable, hein, le Conservatoire botanique de Bailleul a lancé une enquête de sciences participatives qui s'appelait Marguerite est dans le pré. Et le but, c'était de solliciter les citoyens pour qu'ils nous fassent remonter des observations de marguerite. Et on s'est aperçu effectivement que la marguerite de prairie, en quelque sorte, il était difficile de la trouver, mais en revanche, au niveau des bords de route, elle avait trouvé là ce qu'on appelle un habitat de substitution. Comme le faucon pèlerin, par exemple, trouve dans les villes, dans les clochers, sur les beffrois, un habitat de substitution parce que son habitat originel, c'est la falaise. Comme le crapaud calamite trouve aussi un habitat de substitution. Lui qui est inféodé aux dunes, il a trouvé dans les terris aussi un habitat où il trouve des conditions plus ou moins similaires à celles qu'il rencontre dans les dunes.
Ça y est, on déborde de questions. Ça y est, merci à vous. Hop, c'est parti. Disparition des zones humides. Est-ce que tu as une idée des proportions? Enfin, à quelle vitesse Ouais. ça disparaît comparé à quoi? Enfin, voilà. Oui, bah les zones humides à l'échelle nationale, hein, on a perdu, il me semble, 90% de nos zones humides à l'échelle nationale au cours du siècle dernier. C'est vrai que ces zones humides qui concentrent énormément de biodiversité, on n'en veut pas trop parce qu'une zone humide, ça sert à rien, ça attire un peu les moustiques. Il y a des croyances comme ça avec des esprits. Enfin, bon, la zone humide, et on peut l'illustrer avec cette espèce-là, c'est vrai qu'elle ne va pas bien. Cette espèce-là, c'est le Liparis de Leuzol. Donc, c'est une orchidée qui fréquente les marais et les tourbières alcalines en région, donc les tourbières où la nature de l'eau et où le sol est plutôt basique, calcaire en l'occurrence. S'agissant de cette orchidée, on a 40 stations en région. On est l'un des bastions européens de l'espèce, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et si on étudie l'évolution des populations du Liparis de Leuzol, on s'aperçoit que, donc en rouge, on a les communes desquelles le Liparis a disparu. Et en bleu, ce sont les communes où le Liparis est encore présent. Et à la lecture de cette carte, on a envie de se dire, mais tiens, en fait, le Liparis, il a une affinité pour le littoral. Mais pas du tout. C'est juste qu'il trouve dans les marais arrière-littoraux ici, ou dans les pannes dunaires, même du côté de Dunkerque, il trouve des conditions encore qui lui conviennent, avec une eau de qualité et des conditions d'oligotrophie, donc des milieux pauvres en nutriments. Dans la plupart des marais de l'intérieur des terres où le Liparis était recensé, ces marais ont soit récolté des polluants venus de tout le bassin versant, ou ont été asséchés, drainés. Et un marais, une tourbière qui s'assèche, la tourbe qui s'assèche, qu'on assèche, elle libère énormément de nutriments. Et ça, le Liparis ne le supporte pas. Au passage, d'ailleurs, si Lille et Amiens se sont installés dans des marécages, hein, les ortillonnages d'Amiens, c'est justement parce que un marécage une tourbière, un marécage qu'on arrive à sécher va libérer beaucoup de nutriments et pour cultiver, c'est particulièrement pratique. Voilà, donc les zones humides, oui, elles suivent un petit peu la tendance régionale du déclin de la biodiversité. Alors, une question, on revient un petit peu sur la forêt. Alors, pourquoi moins de forêt chez nous, dans notre région? Alors, c'est une bonne question. Donc, les forêts sont en vert foncé, hein. Donc, du côté de Dunkerque, on les cherche un peu, les forêts, hein, en pleine Flandre maritime cultivée. On a moins de forêts, mais le taux de boisement, lui, augmente. Et c'est le cas à l'échelle nationale. C'est ça qui est parfois difficile à comprendre. Alors, pourquoi on a moins de forêts? C'est juste qu'on a une région qui a une histoire industrielle particulièrement importante, le bassin minier. On voit ici, pardon, juste là, de Béthune à Valenciennes, on a 120 km de terri comme ça. Et puis, on a surtout une région qui est extrêmement fertile. Donc, on a eu énormément de défrichements. Les trois quarts de la région, les trois quarts sud de la région, c'est un plateau. C'est un plateau de craie sur lequel s'est déposé, au cours des périodes glaciaires, donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, des loess. Un loess, c'est un limon éolien, donc qui a été déposé par des vents glacials, des vents catabatiques. Et ici, on a parfois une épaisseur de limon, de loess, de limon éolien, de plusieurs mètres. Et ces limons sont particulièrement fertiles. Dans la mesure aussi où la topographie est plutôt plate, on est sur un plateau, là, forcément, l'agriculture s'est saisie un petit peu de ces conditions très favorables et les défrichements se sont mis en place au cours des siècles. Ça me fait penser d'ailleurs aussi, j'y pense, que quand César est arrivé dans la région, Jules César, il décrivait une région avec d'immenses masses d'arbres rapprochés, des forêts sombres et épaisses. Et en réalité, César, il mentait, en fait. Mais pour lui, c'était beaucoup plus... Il mentait parce que le taux de boisement à l'époque romaine était plus ou moins équivalent au taux de boisement actuel.
Mais pour César, c'était beaucoup plus glorieux de dire qu'il avait conquis des terres forestières occupées par des sauvages. D'ailleurs, le mot sauvage vient de silva, la forêt. Donc c'est beaucoup plus glorieux pour lui de raconter ça et de raconter qu'il avait réussi très rapidement à convertir ces contrées sauvages en grenier à blé pour Rome. Voilà. Et donc depuis les premiers agriculteurs, il y a 7000 ans qu'ils sont arrivés dans la région, on a assisté à un défrichement assez massif. Les arbres ont gagné du terrain lorsque les invasions barbares, lorsque les Vikings notamment venaient envahir un peu la région au cours du premier millénaire après Jésus-Christ. Mais sinon, la région est effectivement assez peu boisée. Et je disais aujourd'hui que le taux de boisement a tendance à augmenter pour la simple et bonne raison que l'arbre s'installe dès lors qu'on arrête d'entretenir un site. Et on en revient à nos activités agro-pastorales dans les massifs dunaires, on en revient au pâturage sur les coteaux calcaires. Dès lors qu'on arrête les activités humaines sur ces sites-là, où l'agriculture, souvent, l'agriculture mécanisée a capitulé par rapport à la topographie un peu difficile, l'arbre va s'installer. Et ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce que dans ces milieux-là, qui sont des milieux ouverts, qui prennent le soleil, on a une biodiversité typique des milieux ouverts qui prennent le soleil. Donc l'arbre, sur certains milieux naturels, il est parfois vu comme un ennemi aussi. Et on fantasme la forêt et l'arbre, mais la forêt n'est pas nécessairement la bienvenue partout. Je me suis encore égaré, j'ai l'impression, mais... Pas de souci, plein de choses. Merci à toi. Alors, on passe des forêts aux espèces exotiques. Envahissantes. Sont-elles une des principales causes de l'érosion de la biodiversité en Hauts-de-France? Et ne doit-on pas laisser faire la nature? Les fameuses EEE. Oui, les EEE, ouais. Espèces exotiques envahissantes. Alors, c'est une problématique qui est extrêmement intéressante, je trouve, parce qu'elle reflète aussi notre propre conception de la nature. Et c'est vrai que souvent, on entend dire, on lit que ces espèces-là sont la deuxième cause d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Alors, oui, à l'échelle mondiale, pour la simple et bonne raison que la plupart des études sur ces espèces sont réalisées sur des îles du Pacifique, donc des petites îles où on rencontre une biodiversité endémique, c'est-à-dire qui est liée à l'île en question. Et dans ces îles, où les chaînes alimentaires sont très très simplifiées, dès qu'on introduit un organisme exogène, étranger, effectivement, il va y avoir un impact considérable sur les espèces inféodées à ces îles-là. À l'échelle d'un continent, à l'échelle de la France, il faut prendre un peu de recul. La problématique est différente. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser forcément tout faire, mais on ne peut pas comprendre cette thématique-là avec cette forme de prêt-à-penser qui consiste à dire que l'écrevisse de Louisiane, on la qualifie de peste rouge, la renouée du Japon, qu'on appelle la tueuse intuable, je sais plus, enfin, il y a tout un vocabulaire très négatif associé à ces espèces-là, et il faut tempérer quand même par rapport à ça. Mais oui, en fonction des sites sur lesquels vont s'installer ces espèces-là, elles vont avoir un impact, notamment dans les zones humides. Un beau marécage, une belle tourbière, un beau marais envahi par la Jussie, ici, évidemment, ça va avoir un impact sur la biodiversité parce que la Jussie va monopoliser l'espace au détriment des espèces indigènes. La tortue de Floride va elle aussi avoir une énorme appétence, comme l'écrevisse de Louisiane, pour toute une faune aquatique, et donc va avoir un impact sur la biodiversité aquatique. Mais en fonction des sites, je vous invite quand même à prendre un peu de recul par rapport à cette thématique. Sur le frelon asiatique, on pourrait parler du frelon asiatique aussi, le péril jaune, voilà, je cherchais. Oui, le frelon asiatique a un impact sur les ruchers, sur l'abeille domestique, essentiellement. Et il faut bien se dire que par rapport au frelon asiatique, j'en parlais encore avec un entomologiste, spécialiste des insectes, il y a quelques jours,
le combat est presque perdu. Voilà. Le combat est presque perdu parce qu'il est là, il est plus fort que nous, il a envahi la France depuis Bordeaux, depuis le sud-ouest de la France. Et qu'en l'occurrence, le piégeage, j'en profite d'ailleurs pour dire que le piégeage des frelons asiatiques, là, il faut arrêter parce que les pièges sont non sélectifs et piègent aussi des espèces d'hyménoptères, abeilles, guêpes, indigènes. Donc oui, c'est une des causes d'érosion de la biodiversité, mais c'est peut-être pas la première, en tout cas à l'échelle d'une région ou d'un continent. Ok. Question sur encore des espèces spécialistes. Alors, les espèces spécialistes perdent leur population à cause de quoi principalement? Elles sont remplacées par les espèces généralistes, oui, mais tu en avais dit quelques. Ouais. Bon, une espèce spécialiste, c'est une espèce qui est exigeante déjà sur la qualité de son milieu et qui est inféodée à un milieu bien précis. Donc, dès lors que son milieu ne va pas bien, est dégradé, détruit, forcément, cette espèce, elle n'a pas la capacité de s'adapter, de rebondir, parce qu'elle est spécialisée un peu trop, malheureusement, finalement, à son milieu. Je prends par exemple, on peut reprendre l'exemple de l'hirondelle aussi, qu'on connaît bien, l'hirondelle rustique. Alors, il y a le milieu, puis il y a aussi l'habitat où cette hirondelle va nidifier, beaucoup plus avant de petites fermes très ouvertes, avec des bâtisses ouvertes, et on achète, on rénove, on referme. Donc, du coup, des soucis de reproduction, entre autres, puisque après, il y a aussi l'alimentation. Et c'est ça, je rebondis, Frédéric, pour l'alouette, pour l'hirondelle rustique, pardon. On est à la fois sur une espèce spécialiste des milieux agricoles et des milieux bâtis, parce qu'elle va chasser notamment au-dessus des prairies et elle va se reproduire, comme tu le disais, dans les vieilles fermes, dans les étables qui sont ouvertes. Et aujourd'hui, ces vieilles bâtisses, ces vieilles fermes, ces vieilles étables, on en voit de moins en moins. Donc elles perdent un lieu de nidification, mais elles perdent aussi au niveau de la qualité de leur habitat, des prairies, de la ressource alimentaire, parce qu'elles se nourrissent d'insectes. Il y a des études qui sont en train de sortir là pour montrer que les populations d'insectes sont en déclin à l'échelle européenne. Je lisais encore il y a quelques jours que 80% des insectes auraient disparu de l'Europe en 30 ans. Et on le voit aujourd'hui quand on traverse la France en voiture, le pare-brise à l'arrivée, il est clean, il est nickel, alors qu'il y a de ça. Je me rappelle gamin, je me rappelle que le pare-brise était dégueulasse finalement d'insectes, ce qui faisait pester mon père aussi. Mais... Donc on le voit, en 10, 20, 30 ans, on voit ce déclin massif des populations d'insectes. Oui. Et dernière question, après on reprendra, mais c'est bien puisque tu as déjà aussi passé quelques diapos en même temps en fonction de quelques questions. Le Nord-Pas-de-Calais est-elle l'aire de répartition du râle des genêts? Finalement, il n'y en a peut-être plus beaucoup, mais est-ce qu'il est de chez nous déjà au départ ou est-ce que peut-être les changements climatiques aussi, là je rajoute un peu, mais vont jouer sur cette espèce? Il y a un faisceau de facteurs qui expliquent la disparition, le déclin des populations de râle des genêts. Alors, essentiellement, le râle des genêts en région, son gros spot préférentiel, c'est la moyenne vallée de l'Oise, ici, où on a encore des belles prairies alluviales. Voilà, donc c'est plutôt entre l'Oise et l'Aisne qu'il va s'installer. Et par rapport aux causes de disparition de cette espèce, il y a la disparition des prairies, parce que c'est son milieu de vie, c'est là qu'il va se nourrir et se reproduire. Il y a le réchauffement climatique aussi, parce que le râle est un oiseau migrateur, il passe l'hiver en Afrique. Et en fonction des conditions de la migration, d'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes effectifs. Là, vous avez donc c'est l'évolution des effectifs de râle des genêts depuis 1990 en moyenne vallée de l'Oise. Et on voit que d'une année sur l'autre, il y a des fluctuations qui sont très importantes et qui sont expliquées par ce que je viens de vous dire. Donc, on a du mal aussi à avoir une idée bien précise de ce qui se passera l'année prochaine par rapport au râle des genêts, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est victime d'une série de facteurs explicatifs. La traversée du Sahara est de plus en plus compliquée parce que le Sahara s'élargit.
que lui arrive-t-il en Afrique? Parce que vaut la vie d'un râle déjeuner quand on a faim, quoi, aussi? Il y a ces questions-là. Donc, pour le râle déjeuner, oui. Réchauffement climatique aussi. Je reviens au râle, ouais. Ce qu'on observe aussi, j'y pense, c'est avec le réchauffement climatique, il lui faut de l'herbe. Le râle, quand il revient d'Afrique, chez nous, au printemps, là, il lui faut des prairies avec de l'herbe. Et que, à cause de ce réchauffement climatique, nos prairies offrent peut-être aussi moins d'herbe au râle déjeuner. Voilà, c'est un concours de circonstances, hein, une série de facteurs. Merci Vianney, on peut reprendre, essayer de reprendre le fil de ton histoire, voilà, tel que tu nous l'as conté tout à l'heure, suite aux Combien de temps marguerites. reste-t-il, Frédéric? Comment? Alors, Dis-moi un peu. 9h30, 1h30 pour ta part. Bah, écoutez, il y a encore une demi-heure, oui. Ok, Demi-heure, ça va, merci. tout va bien. Ben, je vais embrayer avec les principales causes de l'érosion de cette biodiversité. Enfin, encore, l'érosion, c'est une jolie métaphore, mais on est bel et bien sur un effondrement. La première des causes, c'est l'artificialisation du territoire, c'est-à-dire qu'on bétonne. On est déjà dans une région très industrialisée, très artificialisée, pardon. Et on continue de construire aujourd'hui des contournements routiers, des pavillons, des lotissements, l'étalement urbain. Tous les ans, on estime que dans les Hauts-de-France, l'équivalent de la ville de Douai est construit comme ça tous les ans. Et donc, cette artificialisation du sol, quand on construit un centre commercial, un lotissement, une route, évidemment, ça prend la place d'un habitat naturel ou semi-naturel. La deuxième des causes, qui est un petit peu plus imperceptible, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du territoire, à savoir que quand on construit une route, encore une fois, on entrave la libre circulation des espèces. Il y a une règle d'or à savoir, c'est que toutes les espèces animales, végétales, hein, les végétaux aussi sont concernés, toutes les espèces ont besoin de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie. Et les végétaux, notamment, voyagent par les graines. Et donc, vous imaginez bien ici que sur cette photo, qui était prise du côté de Beuvarde, dans l'Aisne, on se met à la place d'un hérisson qui est de ce côté-ci de l'autoroute. Lui qui avait l'habitude d'aller flâner à l'orée du bois en pleine nuit pour aller s'alimenter et pour aller séduire des femelles, bah, il est bien embêté aujourd'hui pour traverser ces infrastructures routières et ferroviaires. Un hérisson, c'est très fort pourtant, hein. Ça grimpe des grillages sur 2 mètres de haut, sans souci. Ça peut faire des chutes de 7-8 mètres en étant amorti par ces 5 à 7 000 épines. Ça court à 7 km/h. Donc 7 km/h, c'est un humain qui marche très rapidement. Mais malgré ces super compétences-là, le hérisson, il a aucune chance de traverser cette emprise-là pour rejoindre l'orée de la forêt. Et d'ailleurs, quand on observe des hérissons aujourd'hui, c'est souvent écrasé sur le bord de la route. Donc le hérisson, c'est un peu un bon exemple pour parler de la fragmentation du territoire. Et encore une fois, là, je vous montre une photo très impressionnante, mais à l'échelle de 2 jardins, une barrière, un claustrat entre 2 jardins, c'est déjà un élément qui fragmente le territoire pour le hérisson. Un hérisson, toutes les nuits, ça fait 2, 3, 4 km de maraude, de vadrouille. Donc, si tous les jardins sont cloisonnés, sont clôturés avec des claustras, évidemment, pour lui, c'est l'enfer, quoi. Alors, petite astuce, ça vaut le coup de faire un petit carré de 10 cm, c'est un petit trou de 10 sur 10 en bas de la clôture pour lui laisser faire sa petite maraude, en accord avec le voisin, évidemment. Donc, la fragmentation du territoire. Les lièvres aussi, je pense à ça, un couple de lièvres a besoin de 30 hectares d'un seul tenant pour accomplir son cycle de vie. 30 hectares, c'est 30 terrains de foot. Hein. Un hectare, c'est un terrain de foot. Bah, à l'échelle de la région, 30 hectares d'un seul tenant, c'est pas si évident de trouver ça. Nos cours d'eau aussi, il ne faut pas l'oublier, sont fragmentés. Vous avez ici une carte qui reprend ce qu'on appelle le taux d'étagement. Le taux d'étagement, c'est le pourcentage de pente artificielle par rapport à la pente naturelle. Autrement dit, plus un cours d'eau est en rouge, plus il sera jalonné par des écluses et par des obstacles empêchant la migration des poissons. Ici, vous avez un saumon, le saumon atlantique.
qui passe sa vie en pleine mer et qui va remonter les rivières pour se reproduire. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, par exemple, sur ce fleuve-là, la Somme, de remonter la rivière pour se reproduire, même si les fédés de pêche, notamment, font d'énormes efforts pour assurer la continuité écologique des cours d'eau. Et si on prend ici cette autre espèce, c'est un jeune brochet, c'est un brocheton. Pourquoi je l'ai mis en photo là? C'est parce que il suffit parfois d'un seul aménagement pour contrarier le cycle de vie d'une espèce. Le brochet, lui, c'est pas un grand migrateur comme le saumon, l'anguille ou la truite. Il passe sa vie dans le cours d'eau, mais pour se reproduire, il va gagner ce qu'on appelle une annexe hydraulique. Donc, il va faire un pas chassé, en quelque sorte. Il va gagner une prairie qui se sera faite inonder, il va gagner un bras mort. Et il suffit parfois que la berge soit trop abrupte ou qu'on ait canalisé le cours d'eau pour empêcher le brochet d'aller se reproduire. La banalisation du paysage, on en a déjà parlé. La pollution, on en a déjà parlé avec les produits phytosanitaires. J'ai parlé du monde agricole, mais attention, les particuliers, vous, moi, mes parents, tout le monde, hein, on est tous impliqués par cette problématique, même si aujourd'hui, depuis 2019, hein, la détention et l'usage de ces produits-là est interdit pour les particuliers. Mais donc, ces produits chimiques ont une conséquence non négligeable sur l'environnement. En plus de détruire des espèces, ces produits vont poursuivre leur course dans le sol jusqu'à rejoindre les nappes phréatiques desquelles on tire, entre autres, notre eau potable. Et puis, il y a une pollution physique des déchets, des déchets concrètement, qu'on peut illustrer par cet exemple. Donc là, on a un cachalot qui a été retrouvé en 2016 du côté de Calais, au niveau des M de Marque. Ce cachalot, il est mort suite à une erreur d'orientation. Logiquement, les cachalots migrent en pleine Atlantique, mais cet hiver-là, hiver 2016, il y a des cachalots qui se sont engouffrés dans la mer du Nord. Et ce cachalot, il s'est pris dans un banc de sable, parce que la mer du Nord est assez peu profonde, il y a beaucoup de dunes sous-marines. Donc, il s'est pris dans un banc de sable, la mer s'est retirée, et ce cachalot est mort asphyxié. Il a été autopsié, et voilà ce qu'on a trouvé dans son estomac. Il y avait 25 kilos de déchets. Essentiellement des cordages pour la pêche, des fragments de filets de pêche. Mais on a également trouvé, sur d'autres cachalots qui sont morts cet hiver-là, un peu plus au nord, en Scandinavie, on a également trouvé des débris de voitures dans l'estomac du cachalot et des capsules de café en aluminium. Tout ça pour vous dire, alors comment une capsule de café en aluminium, hein, ces fameuses capsules qui font des super cafés, hein, mais à vrai dire qui sont aussi une catastrophe écologique, comment une capsule en café en alu peut se retrouver dans l'estomac d'un cachalot à 50 mètres de profondeur en pleine mer du Nord? Tout simplement, il faut garder en tête que 80% des pollutions marines viennent à l'origine de la terre ferme du continent et que ces pollutions sont drainées par les bassins versants jusqu'à rejoindre le milieu marin. Je passe. Ouais, alors ça, je me dois de vous en parler aussi. C'est une autre pollution, c'est une pollution génétique. Les fameux sachets prairies fleuries qu'on trouve dans le commerce, dans les grandes jardineries, les grandes surfaces, et qui nous sont vendus comme étant des solutions un peu miracles pour protéger la biodiversité. Je fais la vie belle aux abeilles, les amis du jardin, puis on met un petit pot de miel pour le côté sympathique. En réalité, ces sachets-là sont aussi des cochonneries un peu environnementales, en tout cas pour la plupart, hein, pour 3 raisons. La première raison, c'est que les graines qu'on trouve à l'intérieur sont produites en Europe de l'Est pour beaucoup, voire même en Nouvelle-Zélande. Autrement dit, on produit des graines à l'autre bout du monde pour venir fleurir nos ronds-points, nos jardins, l'entrée de nos communes, ce qui est un peu insensé. Deuxième raison, c'est que les fleurs qu'on trouve à l'intérieur sont des plantes qui sont qualifiées d'horticoles. Une plante horticole, c'est une plante qui a été modifiée à des fins alimentaires, hein, une plante potagère par exemple, ou ici à une fin esthétique. Et il faut reconnaître que le résultat est plutôt réussi. Ce feu d'artifice de couleur, là, c'est magnifique. Mais si vous regardez bien ici, on a des bleuets. Et si vous vous souvenez bien du bleuet que je vous présentais tout à l'heure en parlant des plantes messicoles, les plantes des champs, ces bleuets-là sont dits à fleurs doubles. Ce sont des bleuets un peu bodybuildés, comme ça. Et pour arriver à ces bleuets à fleurs doubles,
qui ont au passage aussi des couleurs assez ahurissantes, hein, un bleuet violet, un bleuet jaune parfois. Enfin, ça aussi, c'est insensé, mais pour atteindre ces bleuets à fleurs doubles, généralement, on a supprimé les organes reproducteurs à partir d'un bleuet sauvage. Or, ce sont ces organes-là qui produisent la ressource alimentaire pour les insectes pollinisateurs. Donc, dans ces fleurs horticoles, généralement, les insectes n'ont pas grand-chose à boulotter. Alors souvent, on me dit, mais si, viens voir au fond de mon jardin, ça bourdonne de plaisir, j'ai mis une nouvelle prairie fleurie là. Et encore une fois, il faut faire très attention, hein. C'est pas parce qu'un insecte est attiré par ce feu d'artifice de couleurs, et il sera attiré par ces couleurs-là, parce que pour un pollinisateur, autant de couleurs, c'est la promesse d'un festin, quoi, de fleurs très riches en nectar et en pollen. Mais une fois sur place, il se rendra compte qu'en fait, ces fleurs n'ont pas grand-chose à offrir. Et le troisième problème de la plupart de ces sachets-là, c'est qu'il arrive quand même que certains, on va prendre le cas du bleuet, certains bleuets horticoles ici peuvent produire un peu de pollen. Et ce pollen peut, à dos d'abeilles, à dos de pollinisateurs, se retrouver sur un bleuet sauvage. Ce pollen va aller féconder le pistil du bleuet sauvage, et la graine produite par le bleuet sauvage ne sera plus 100% sauvage, donc 100% riche en nectar et en pollen, mais elle sera polluée génétiquement par des allèles, on en revient à ces allèles, issus du bleuet horticole, par ces allèles en toc, en quelque sorte, par ces allèles qui n'apportent aucune ressource alimentaire. Et dans le cas du bleuet, ce serait d'autant plus dramatique, parce que le bleuet est déjà pas dans une bonne situation en région. Je vous disais que tomber nez à nez avec un bleuet, ça relevait un peu d'exploit, mais donc il y a ce qu'on appelle une histoire de pollution génétique. Alors ça semble nous échapper parce qu'on est dans les allèles, dans les gènes, et qu'on a envie de dire oh, ça va, arrêter un peu les scientifiques, mais en réalité c'est une vraie problématique invisible et silencieuse. Mais maintenant que vous savez ça, vérifiez quel est le contenu des sachets que vous achetez dans le commerce, vérifiez s'il s'agit de plantes locales et s'il s'agit de plantes sauvages. Et même avant ça, j'ai presque envie de vous conseiller de laisser pousser, si vous avez un jardin, de laisser pousser, d'arrêter de tondre tous les 15 jours ou tous les mois pour voir ce qui vient spontanément. Et vous aurez par exemple un pissenlit qui viendra, et puis un autre, et puis 3-4 autres, parce que le pissenlit ne se pointe jamais seul. Eh bien, le pissenlit, c'est la plante ou l'une des plantes les plus riches en nectar et en pollen de la région. Le centre horticole de Gembloux a donné une note sur 5 à une série de 200 plantes par rapport à leur quantité de nectar et de pollen. Bien, le pissenlit a 5 sur 5 pour son nectar et pour son pollen. Vous voyez, parfois, préserver la biodiversité, pour préserver la biodiversité, il suffit de laisser le pissenlit s'installer dans un coin du jardin. Les exotiques envahissantes, on en a parlé. Et puis, on peut conclure, avant de faire un voyage dans les milieux naturels de la région, par le dérèglement climatique. Alors, c'est une problématique qu'on a du mal à appréhender. Hein. On a du mal à appréhender un peu ces impacts, ces conséquences. En revanche, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, il est bel et bien là. Dernièrement, je lisais un article. Ici, vous avez une anguille. L'anguille se reproduit dans la mer des Sargasses, en plein océan Atlantique. Et les larves de l'anguille se laissent porter par le Gulf Stream, donc c'est un courant océanique, pour revenir jusqu'à nos estuaires, jusqu'à nos côtes. Mais ce courant, ce Gulf Stream, aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, il a tendance à être dévié. Et donc, s'il est dévié, les larves d'anguilles, qui profitent de ce courant pour voyager passivement jusqu'à nos côtes, ne gagneront plus nos côtes et seront bien embêtées. L'anguille, aujourd'hui, elle est en danger critique d'extinction à l'échelle mondiale. Voilà, donc on a une responsabilité aussi à travers ce poisson-là. Je dois vous dire aussi qu'à la faveur du réchauffement climatique, on a des petites curiosités assez sympas qui arrivent dans la région. La menthe religieuse, par exemple, progresse vers le nord. Et aujourd'hui, tomber nez à nez aussi avec une menthe religieuse dans son jardin, en tout cas dans le sud de la Picardie, c'est pas si curieux que ça. On a une autre espèce assez chouette aussi qui remonte vers le nord, qui est le lézard vert occidental. Voilà, qui est un gros lézard vert que vous connaissez peut-être si vous passez vos vacances dans le sud. C'est le lézard très bruyant
qui se dérobe comme ça dans les chemins, dans le maquis, et qui fait sa petite taille déjà. Voilà, donc le dérèglement climatique, il a aussi un impact en mer. À Boulogne, désormais, on débarque autant de rougets barbets, ici, que de harengs. Parce que le rouget barbet, ces populations progressent vers le nord à la faveur du réchauffement des eaux. Et c'est pareil pour le baliste. Ici, on a un baliste commun, qui est un poisson habitué des récifs coralliens subtropicaux. Aujourd'hui, tomber nez à nez avec un baliste au cours d'une séance de plongée au large de nos côtes, c'est plus si extraordinaire que ça. Donc voilà pour les principales causes d'érosion de la biodiversité. C'est là que je me tourne vers toi, Frédéric, pour que tu me fasses un petit point question et timing, s'il te plaît. Écoute, je te propose de continuer. Un quart d'heure encore, voilà. Un quart d'heure pour nous faire rêver. C'est ça, des milieux naturels en Hauts-de-France. Ouais, alors je vais passer directement. Je savais bien que j'avais prévu beaucoup trop, mais je vais directement. C'est très bien, voir la biodiversité des habitats et voilà, fais-nous découvrir tout ça. Et on fera 5 minutes de questions après ce quart d'heure d'exotisme près de chez nous. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, mais il y a des choses magnifiques tout près de chez nous à visiter et qu'on ne connaît pas. C'est précisément l'objectif de l'ouvrage aussi, c'est surtout à l'heure où notre consommation irraisonnée de l'espace est pointée du doigt pour expliquer le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, je pense que ça vaut le coup de privilégier un peu la proximité. Arrêtez-vous devant un bourdon qui butine ou une araignée qui tisse sa toile ou laissez-vous attendrir par le chant d'un rouge-gorge dans le jardin. Enfin, soulevez des bûches pour surprendre un triton. Voilà, autour de nous, il y a des choses qui sont très très jolies, qui n'ont parfois rien à envier, même au plus beau des palais. Et ça, c'est une histoire d'éducation du regard. Voilà. Donc, j'ai passé très rapidement, de manière subliminale, j'avais prévu un petit point sur l'histoire de la région, notamment l'histoire humaine, mais vous retrouverez ça dans le bouquin. Je vous propose un petit voyage en 10-15 minutes dans les différents milieux naturels de la région. Donc ici, vous avez une planche, un dessin d'écosystème réalisé par Vincent Gaverio, que vous retrouverez dans le bouquin, avec les espèces de faune, flore, donc c'est très dense, hein, les espèces de faune, flore qu'on trouve dans les massifs dunaires. Et alors, si on fait un petit point sur nos dunes, voilà où on en est aujourd'hui. On a un gros 10 000 hectares de dunes. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas évident de se dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces dunes, les massifs dunaires ont été parmi les milieux naturels les plus malmenés au cours du XXe siècle, avec le développement de complexes industriels-portuaires et aussi avec l'essor du tourisme balnéaire. Donc là, du côté du littoral flamand, entre Calais et Dunkerque, les plus beaux massifs dunaires dignes de ce nom se résument aux 7 km à l'est de Dunkerque ici, hein, d'une Marchand, d'une du Perroquet, d'une aidez-moi, j'oublie, d'une de Wulf, voilà. Et on a aussi petite particularité dans la région, ce qu'on appelle des dunes fossiles. Donc la dune de Givelde, que vous devez connaître en étant du côté de Dunkerque, et aussi du côté d'Ambleteuse, précommunal d'Ambleteuse. La dune de Givelde, qu'on voit ici en image, c'est une dune qui est née il y a 5000 ans, depuis la mer, donc elle est à 4 km dans l'intérieur des terres. Depuis la mer s'est retirée, et la particularité de cette dune, c'est qu'elle s'est décalcifiée. Je m'explique. Les dunes en bord de mer sont plutôt jeunes, et elles sont encore riches de coquilles marines qui libèrent du calcium, du calcaire. Or, ces dunes de l'intérieur des terres, elles ont été lessivées par les eaux de pluie qui ont fini par reléguer au rang de souvenir, en quelque sorte, ce calcaire. Et donc, elles se sont acidifiées. Et une dune acide va inviter une flore tout à fait singulière pour la région. Donc, avec la dune de Givelde, vous tenez là, dans le Dunkerquois, un milieu naturel d'exception. Que dire sur nos dunes encore ? Qu'on a la dune la plus haute d'Europe. Ça, j'aime bien le répéter. Ce n'est pas la dune du Pilat, hein.
La dune du Pilat, elle est très impressionnante parce qu'elle sort de nulle part. Mais nous, avec le Mont Saint-Frieux, on a une dune à 151 mètres de hauteur. La dune du Pilat, c'est 106 mètres. Donc, on lui met quand même 45 mètres dans la vue. On triche un peu parce que le Mont Saint-Frieux, pour atteindre cette altitude-là, va s'appuyer sur ce qu'on appelle ici, vous avez en liseré gris, une falaise morte. Donc, c'est une ancienne falaise. Et donc, du côté du Mont Saint-Frieux, ici, hein, le sable va s'accumuler au pied de cette falaise pour atteindre cette altitude-là. La gagée de Bohême, cette petite fleur aussi, qu'on retrouve dans la région à un seul endroit, c'est justement à Givelde, dans la dune fossile. Il y a quelques pieds. Elle vient de fleurir, justement. La station la plus proche de Givelde pour cette espèce-là, c'est la vallée de la Loire, quoi. Donc, responsabilité aussi pour préserver la gagée de Bohême. On a des falaises et des côtes rocheuses aussi, avec des fulmars boréaux. Ici, vous avez un bébé fulmar. Pourquoi j'ai mis cette photo-là? C'est parce que malgré son allure de petite peluche, là, le jeune fulmar, le poussin, c'est un oiseau qui se défend très très bien, qui va cracher un jet nauséabond venu tout droit de son estomac pour se défendre d'un quelconque prédateur. Fulmar, ça veut dire la mouette qui pue en islandais. Donc voilà pour l'anecdote. S'agissant de nos côtes rocheuses, ici, elles sont en rouge. On estime que 20% du littoral des Hauts-de-France est une côte rocheuse. On a évidemment le cap Blanc-Nez et le cap Grinet, avec les deux plus grosses colonies françaises de mouettes tridactyles. On a 2500 couples au niveau du environ sur les bâtiments du port de Boulogne. Ça, c'est plus étonnant. Les mouettes se reproduisent sur les appuis de fenêtres. Donc, responsabilité nationale aussi pour la préservation de cette espèce. Et puis, on a aussi, en orange, là, un énorme cordon de galets. Alors, ça paraît anodin, comme ça, un cordon de galets, ça paraît stérile, mais pas du tout. Donc, ce cordon de galets, il fait 16 km de long, 600 ou 700 mètres de large, 8 mètres de haut. Donc, c'est le cordon de galets de Cayeux-sur-Mer. Hein. Et sur ce cordon de galets, où les conditions sont très singulières, conditions de vie sont très singulières, on va rencontrer des espèces aussi très singulières, notamment le chou marin, qui est protégé à l'échelle nationale. On a des estuaires. Alors, les estuaires, c'est un peu le paradis des limicoles, les oiseaux limicoles. Limicole, ça signifie littéralement qui aiment la boue, parce que ces oiseaux-là mettent les pieds dans le plat, littéralement aussi, quand il s'agit de passer à table. Là, on a un chevalier gambette. Ici, on a des avocettes élégantes, hein, en toutes circonstances. Dans nos estuaires, on a aussi de l'obione pédonculé, une petite plante qui paraît aussi tout à fait anodine, mais dont on a les plus gros effectifs à l'échelle européenne. Voilà. Sur le platier-doigt. Alors, le platier-doigt, c'est un peu compliqué, c'est pas vraiment un estuaire, mais suite à des processus géomorphologiques particuliers, on va retrouver des végétations d'estuaire. Bref. On a aussi des phoques, avec la plus grosse colonie française de phoques vaumarins, au niveau de la baie de Somme et puis de la baie d'Authie. Il y a environ 800 phoques vaumarins qui sont là dans nos estuaires. Et 300 phoques gris. Le phoque gris, c'est plutôt un phoque de côte rocheuse qu'on va retrouver notamment au large de la Bretagne. On a le milieu marin, et ça, il ne faut pas l'oublier. Les marsouins communs, on en a parlé tout à l'heure. Tous ces chiffres, je vous en ai déjà parlé. Le milieu marin, c'est un milieu un peu magique, dans lequel on rencontre toutes ces espèces-là. On a des hippocampes. Voilà. Donc, l'hippocampe, c'est un poisson d'une quinzaine de centimètres qui pratique, par exemple, le mimétisme actif. C'est-à-dire qu'il peut changer de couleur et prendre la couleur du substrat sur lequel il s'accroche à l'instar des iguanes. On a des Bernard l'ermite. Donc ici, c'est un Bernard l'ermite qui a récupéré la coquille d'une nasse épaisse. La nasse, c'est un mollusque. Hein. On a des coraux au large de Boulogne. On a des coraux mous. Voilà. Donc, on n'a rien à envier au récif corallien. Et puis, on a aussi des coryphèles de Brown. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'allure extravagante de cette bestiole-là, qu'on peut retrouver aussi, par exemple, au niveau des Ridden de Boulogne-sur-Mer.
Le Ridon de Boulogne, c'est un plateau au large de Boulogne, un petit plateau surélevé par rapport au fond marin, qui est comme un peu comme l'Atlantide, quoi, qui est un arche de Noé, un réservoir de biodiversité, et qui a son paragraphe aussi dans le bouquin, je vous laisserai le lire. On a des grandes cultures, avec parfois encore des pieds d'alouette des champs, on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est Sébastien, un agriculteur du sud de l'Aisne, qui est en bio, voilà, et qui a encore des espèces messicoles dans ses parcelles. Sur les grandes cultures, on a un peu tout dit aussi. Ce qu'on observe, c'est que le nombre d'exploitations diminue, mais leur surface augmente, quoi. Le remembrement a opéré après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on replante des haies, et c'est très bien, c'est important de souligner ces efforts du monde agricole qui sont réels. Le petit hic, c'est qu'on estime qu'il faut 30 ans à une haie nouvellement plantée pour se développer et rendre des services écosystémiques dignes de ce nom. Alors, c'est pas 1,8%, c'est 2,1% de la surface agricole utile, de la surface des champs est en agriculture biologique. Donc ça augmente tranquillement. On reste la dernière région française à avoir des dernières régions françaises en agriculture biologique, d'un point de vue surface. Et puis on produit aussi du champagne. Donc là, on a un producteur de champagne au niveau des coteaux de la Marne. Et ce producteur qui est en bio, il a sur ses parcelles la tulipe sauvage. La tulipe sauvage, on n'en compte que 10 stations dans les Hauts-de-France. Et ce qui est intéressant, c'est que ce viticulteur, va se servir de cette espèce-là pour ses stands et dans un objectif de marketing et de vente de ses produits, le champagne, il va se servir de la biodiversité comme argument de vente, quoi. Et donc là, on a un bon exemple qui nous montre que économie et écologie peuvent faire bon ménage. On a des rochers, des éboulis et des cavités qui sont des milieux assez singuliers, qui se trouvent un peu comme ça aux quatre coins de la région, de manière très ponctuelle. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est pour les chauves-souris françaises. On a 22 espèces de chauves-souris dans la région, il y en a 34 en France. Et parmi ces espèces, on a notamment le murin des marais, qui n'est pas en photo ici, mais qu'on est les seuls à avoir en France. On a des cours d'eau avec des fédés de pêche qui étudient ici un jeune brocheton. Voilà, on estime qu'on a 20 000 km de cours d'eau. Alors c'est un chiffre à prendre avec précaution parce qu'à partir de quand on considère qu'on a un cours d'eau. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une région divisée un peu en deux. C'est-à-dire que le gros plateau calcaire ici, les 2/3 sud de la région, le réseau hydrographique est beaucoup moins dense que dans ce qu'on appelle le bas pays, donc de Dunkerque à Valenciennes. Ici, on a une plaine qui est beaucoup plus argileuse. Et quand on a un cours d'eau, c'est plus facile de s'exprimer sur de l'argile, qui est imperméable, que sur un plateau de craie qui est perméable. On a des vallées alluviales aussi, avec la moyenne vallée de l'Oise. Le nom celtique de l'Oise, c'est Isara. Et Isara, ça signifie la fougueuse, l'impétueuse, parce que le principe d'une vallée alluviale, c'est de déborder régulièrement pour alimenter les milieux annexes en eau. Là aussi, on a un bon exemple de lien entre l'économie et l'écologie. Dans le Noyonnais, par exemple, à Manican, précisément, on produit un très très bon fromage grâce à la richesse de ces prairies grasses, de ces prairies alluviales qui sont encore inondées régulièrement. Les hommes ont très vite compris que les vallées alluviales étaient une chance. Les Égyptiens se sont installés au bord du Nil, et c'est pas anodin, c'est parce que le Nil, en débordant, a déposé des limons. Donc ce sont des petites particules sédimentaires, et ces limons, en enrichissant les milieux annexes, ont rendu les terres très fertiles. Voilà. Après, la vallée alluviale, c'est aussi un axe migratoire pour de nombreux oiseaux migrateurs. Le râle des genêts, les brochets, on en a parlé, et la fritillaire pintade, qui pousse à quelques endroits aussi de la région, qui va fleurir dans les semaines qui arrivent. Je suis sur le timing, Fred, j'ai 5 minutes, c'est correct? Ben voilà, on est bien. Merci. Les marais et des tourbières. Alors, je vous
disais tout à l'heure qu'on avait une responsabilité par rapport à notre littoral. Si on devait ressortir un milieu, c'est le littoral. En réalité, il y en a un deuxième, c'est celui-là. On a 30 000 hectares de tourbières alcalines. Une tourbière alcaline, c'est une tourbière qui se développe, en l'occurrence, ici dans des conditions calcaires. En France, on a environ 120 000 hectares de tourbières. Et nous, dans la région, on a un quart donc, des tourbières françaises, ce qui est déjà pas mal, et quasiment toutes les tourbières dites alcalines, parce que les autres tourbières sont des tourbières acides en France. Donc là encore, tout le monde nous regarde, toute la France, en disant faites pas n'importe quoi avec vos tourbières alcalines. Et je me dois aussi de citer la vallée de la Somme, les vallées de la Somme et de l'Avre, hein, qui est un affluent de la Somme. La vallée de la Somme concentre à elle seule 20-25 000 hectares de tourbières, quoi. Donc responsabilité autour de ces sites-là. La grenouille des champs, on en a parlé. La couleuvre helvétique, c'est le nouveau nom de la couleuvre à collier, hein. Les gorges bleues à miroir, voilà, qui sont des espèces qui vont fréquenter ces milieux-là, qui vont fréquenter les roselières, pour cet oiseau-ci. On a des pelouses calcicoles. Pelouse calcicole, c'est le paradis des orchidées. Voilà. On a une quarantaine d'espèces d'orchidées en région, d'orchidées sauvages. Il y en a certaines qui fréquentent les sous-bois, d'autres les marais, comme le Liparis de Lezoll. Mais plus de la moitié vont fréquenter les pelouses calcicoles. Ces pelouses calcicoles, elles sont très fragmentées dans la région. Il y a un site qui sort du lot, c'est le camp militaire de Sissonne, qui se trouve dans l'Aisne, qui compte à lui seul 3000 hectares de pelouse calcicole. Donc là-bas, à Sissonne, c'est une terre sainte un petit peu pour toutes ces orchidées, pour tous les papillons de jour. Si on fait le tour des espèces d'orchidées, ici on a l'orchissome pendu. Vous voyez, ce qui est sympa avec les orchidées, c'est qu'elles ont des noms fantaisistes par rapport à la forme de leurs fleurs. Donc l'orchissome pendu, on comprend bien pourquoi. L'ophrys araignée, qui fait penser à un abdomen d'araignée. L'ophrys mouche ici. L'orchis singe, parce que les fleurs ressemblent à un singe qui nous tendrait les bras. Et il y a même certaines espèces d'orchidées. Oui, parce que le but, ce que je n'ai pas dit, c'est que le but de mimer ici l'abdomen d'un insecte, c'est d'attirer le pollinisateur pour qu'il participe à la pollinisation. Et il y a même certaines orchidées qui vont jusqu'à produire les phéromones qu'aurait produites la femelle de l'espèce de pollinisateur pour attirer le mâle en question. Donc on est sur un degré de spécialisation entre espèces, interspécifique, qui est absolument incroyable. On a des landes aussi, très peu, 400 hectares. Donc c'est rien du tout. On est très loin des landes qu'on peut trouver en Bretagne ou sur les pentes du Massif central. Mais on a un enjeu ici de conservation par rapport à ces landes, vu qu'elles sont très très rares en région. Le plus beau réseau de landes, donc une lande, c'est une végétation qui est caractérisée par la bruyère, notamment la calune qu'on a ici. Elle s'installe sur des zones sableuses, des zones acides pour la plupart, ou gréseuses. Et je vous ai dit tout à l'heure que la région était essentiellement calcaire, donc forcément les landes ont du mal à exister. Et elles ont d'autant plus de mal à exister qu'elles ont besoin d'être entretenues par les hommes, par les activités agro-pastorales que je citais tout à l'heure, et qu'aujourd'hui, ces activités sont désuètes. Donc les arbres s'installent, referment le milieu, et la lande disparaît. La lande a besoin qu'on s'occupe d'elle, hein. On trouve des plantes carnivores dans les landes. On a une petite photo ici avec le Drosera à feuilles rondes, Rossolis à feuilles rondes, le lycopode des tourbières, voilà, quelques exemples, des vipères péliades aussi, des engoulevents, un oiseau aussi mythique qui a son paragraphe aussi dans l'ouvrage. On trouve du bocage. Il reste 3 milieux, Frédéric. Bocage. Ici, vous avez une carte qui a été réalisée en croisant deux données, la densité de prairies et la densité de haies. Prairies et haies sont les deux éléments constitutifs du bocage avec les mares. On aurait pu rajouter les mares, mais donc on voit les zones les plus bocagères. Alors dans la région, il y a deux gros pôles, l'Avesnois et la Thiérache, le Boulonnais, et puis aussi ici ce qu'on appelle le Pays de Bray, voilà, dans le sud-ouest de l'Oise. On retrouve aussi une ambiance bocagère. Le bocage, ce sont les arbres têtards, les sols têtards, pour la Flandre notamment. Là aussi, c'est un bon exemple. Un arbre têtard, c'est un arbre qui est entretenu par l'homme et
qui est un bel exemple du lien homme-nature, quoi. L'homme, avec les arbres têtards, avec ce mode de gestion-là, a inventé un petit peu le bois éternel. Parce qu'à chaque fois qu'un arbre est tété, il va reproduire du bois dont va se servir l'être humain pour tout un tas de choses. Donc voilà, 45 000 km de haies. Je vous ai dit qu'on replantait des haies. Malgré tout, en France, à l'échelle du pays, on perd tous les ans 11 000 km de haies. Voilà, donc il faut replanter en masse, parce qu'on connaît les rôles de la haie. On a des forêts dont on a déjà beaucoup parlé, 15% de la surface des Hauts-de-France. La plupart sont privées, ce qui implique des différents modes de gestion par rapport aux forêts publiques. On retrouve des salamandres en forêt. La salamandre a aussi son paragraphe dans l'ouvrage. On a des terris, milieu très très original. Les terris sont finalement des tas de déchets, des tas de pierres, des tas de cailloux. C'est du schiste et du grès en réalité, mais des tas de cailloux comme ça déposés au milieu d'une plaine plutôt calcaire ou argileuse et d'une plaine humide, quoi. Et sur ces terris, on va retrouver des conditions un peu méditerranéennes, très chaudes, très sèches, desquelles vont profiter certaines espèces comme le pélodite ponctué, comme la zygène de la Coronille, qui est un papillon rare dans la région, comme le macaon aussi, dont je n'ai malheureusement pas le temps de parler. Et puis on a une biodiversité urbaine qui est mise à l'honneur en ce moment par le faucon pèlerin, qui est en train de se reproduire aux quatre coins de la région. Il y a 35 couples environ de faucons pèlerins dans les Hauts-de-France qui réinvestissent les bâtiments administratifs, qui réinvestissent aussi les bâtiments industriels. Dans le Dunkerquois, on a la plus grosse densité de faucons pèlerins régional dans le Dunkerquois, avec un couple de faucons, si je ne dis pas de bêtises, sur les bâtiments d'ArcelorMittal. Il me semble qu'il y a 3-4 couples dans le Dunkerquois. Dans ces villes, on a aussi une biodiversité. On a les hérissons, évidemment, qui disparaissent un peu silencieusement, mais qui disparaissent bel et bien. Et puis, on a du lierre et toutes ces mauvaises herbes qui ne sont en réalité pas des mauvaises herbes. Je pourrais parler très, très longtemps du lierre, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vois Bernard qui me baille un petit peu. Je vais en rester là. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas. Hein. Merci Vianney. Ouais, j'espère que c'était pas trop long. Alors, je vais prendre qu'une seule question, mais tout le monde te remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors, surtout, restez là, c'est pas encore fini. On a l'intervention, évidemment, sur maintenant, localement, l'ABC du Dunkerquois. Mais je prendrai qu'une seule question parce que je pense qu'elle est intéressante. Les gens veulent des fois mettre un petit coin de nature à la maison et veulent semer des graines. Voilà. Donc, où trouver des graines dignes de ce nom, de chez nous, récoltées dans le secteur. Enfin, tu sais tout ça mieux que moi. Voilà, entérinons vraiment de cette question, où trouver des bonnes graines pour faire un petit coin, si ce n'est laisser pousser son petit coin sauvage et laisser voir ce qui arrive. Mais si on veut, on ne va pas faire tout un discours ce soir, mais il y a des gens qui veulent semer. Voilà. Oui, c'est très simple. Hein. Il y a 3 solutions. Soit vous sollicitez le Conservatoire botanique de Bailleul, qui a une bibliothèque de graines de plantes sauvages et locales. Donc, il y a une vingtaine d'espèces, hein. Quelques espèces ici, il y a des coquelicots, il y a de la tanésie, il y a du pavot somnifère, il y a de la carotte sauvage. Ce sont des plantes esthétiques et intéressantes pour la biodiversité. Soit le fournisseur qu'on préconise, que le conservatoire préconise, pardon, c'est Ecosem. Ecosem, c'est un producteur belge qui respecte un cahier des charges assez strict par rapport à l'origine de ses productions locales et le caractère sauvage de ses productions. Sinon, il y a d'autres producteurs aussi qui se mettent aussi à ces productions sauvages locales. Et pour trouver les bons producteurs, il faut chercher le label végétal local. Par exemple, vous pouvez aller sur Internet en tapant végétal local. C'est un label qui est géré par la Fédération des conservatoires botaniques nationaux. Végétal local est vrai messicole pour toutes les plantes messicoles qui embellissent les prairies fleuries. Et puis la dernière solution, ça peut être aussi d'aller récolter autour de chez soi des graines.
Alors, ça implique d'aller faire un tour, hein. Il y a une démarche derrière. Il faut repérer les espèces en fleurs qui nous plaisent. Il faut attendre qu'elles fructifient, qu'elles produisent ces graines. Et puis, il faut attendre le bon jour, la bonne journée ensoleillée pour aller récolter ces graines. Donc, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est aussi l'occasion, ou c'est en tout cas un bon alibi pour aller découvrir, regarder d'un peu plus près ce qui vous entoure, quoi. Voilà ce que je pouvais répondre à ça. Ben, c'est super. Merci Vianney. Et merci à toi et aux organisateurs de cette soirée. Je reste là, hein, je reste en ligne. Eh ben, évidemment. Et puis merci à tous. Tout n'est pas fini puisque voilà, je passe directement la main donc à Guillaume Scaudet du CPIE et Armelle Leroy de la ville de Dunkerque. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir. Armelle. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant et merci aussi de permettre de nous donner la parole pour zoomer sur la biodiversité à Dunkerque, même si on l'a déjà bien entamé, on va dire. Avant que je laisse la parole à Guillaume, hein, du CPIE, un petit rappel de pourquoi la ville a souhaité mettre en place un atlas de la biodiversité communale. Donc, on a vraiment voulu approfondir les connaissances sur le territoire de Dunkerque, savoir aussi si les impacts des actions que la ville pouvait mettre en place, si ça avait un impact positif ou non sur les espèces et sur les milieux. Ça nous permet aussi maintenant de pouvoir orienter les décisions politiques et évidemment de faire prendre conscience aussi qu'on a chacun un rôle à jouer, hein, les agents de la ville, mais aussi les habitants, les assos, enfin tout le monde, quoi. On a tous un rôle à jouer pour la préservation et le développement de cette biodiversité. Donc pour nous, l'atlas dont va nous parler Guillaume voilà, ce n'est qu'un début, hein, pour nous. Ça va vraiment permettre de décliner encore plus d'actions sur Dunkerque et notamment dans le cadre de l'opération que l'on lance pour tout le monde, hein, à partir d'avril jusqu'au juin, qui s'appelle Dunkerque au naturel et qui est co-animée aussi par Camille Désert, qui est autour de l'écran, je l'ai vu. Donc voilà, on travaille tous ensemble avec les associations aussi locales, hein, pour permettre à chacun de s'investir, je le rappelle. Et vous allez voir très prochainement le programme détaillé de Dunkerque au naturel. Voilà, et merci. Je laisse la parole à Guillaume. Merci Armelle. Merci Armelle. Bonsoir. Alors, je vais essayer, Fred, promis, de rattraper le retard qu'a pris Vianney. T'hésites pas à me faire des grands signes si jamais je dépasse. Non, et tout va bien. Alors, oui, je plaisante, bien sûr. Voilà les terrains de jeu de l'ABC, de l'Atlas de biodiversité communale de Dunkerque. On a divisé, parce que quand même Dunkerque, c'est assez grand, on a divisé le travail en 3 années. 3 années qui étaient réparties sur les quartiers de Dunkerque-Centre en 2017, Rosendal en 2018 et Lebain et Petite-Sainte en 2019. On s'attendait à voir parce qu'on est une à présenter pareil, quand même des choses très intéressantes. Alors, je suis désolé, je vois que ma connexion est instable. J'espère que ça passe quand même pas trop mal. On a sur Dunkerque des pelouses. On a des pourraient être qualifiés de boisons. Bien sûr, le milieu littoral avec les dunes, notamment le parc du Vent, vous voyez, au milieu de l'écran. La zone industrielle avec à certains endroits des délaissés, des bâtiments délaissés, des grands espaces délaissés. Et quand on veut parler de biodiversité, surtout sur le Dunkerquois, on est obligé de se pencher sur les zones industrielles. Et pour les avoir prospectés il n'y a pas si longtemps, on trouve certains des plus beaux champs, entre guillemets, d'orchidées sauvages dans la zone industrielle au portuaire. Alors, on s'attendait à avoir des choses intéressantes, mais finalement, on n'avait aucune idée de la quantité et de la diversité d'espèces qu'on pouvait voir. Quelques chiffres qui sont les résultats
de l'analyse, de l'expertise naturaliste des inventaires faune et flore entre 2017 et 2019. Alors, je suis désolé, moi, je vais en comparer avec le Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas de tableau à jour. Il faudra vraiment que je m'y mette. Voilà, ce sont près de 700 espèces de fleurs, c'est-à-dire environ la moitié du Nord-Pas-de-Calais, de toute la diversité floristique qu'on peut trouver dans le Nord-Pas-de-Calais qui ont été vues à Dunkerque. C'est une soixantaine d'espèces d'oiseaux, une dizaine d'espèces de mammifères et puis également toutes ces catégories de petites bêtes qu'on étudie assez peu. Les mollusques. Les mollusques, ce sont les escargots, les limaces. On en a près de 30 espèces différentes sur Dunkerque. Les papillons de jour, Vianney en a parlé juste avant. On a une bonne partie des papillons qu'on peut voir en Flandre française sur Dunkerque. On a des coccinelles. Des coccinelles, on a 16 espèces de coccinelles. Les coccinelles, c'est pas simplement la rouge à 7 points noirs qu'on a souvent dans les jardins, mais il y en a beaucoup d'autres espèces, et notamment sur Dunkerque. Et alors, pour essayer de qualifier encore mieux ces espèces-là et leur intérêt, toutes ces informations-là, on les rentre dans des bases de données et dans des systèmes d'information géographique. C'est-à-dire qu'on fait des cartes de répartition des espèces les plus intéressantes. On travaille en ce sens beaucoup avec les scientifiques, notamment du Conservatoire botanique dont Vianney a parlé juste avant. On avait aussi envie de faire de cet ABC un projet qui soit accessible, pas simplement aux scientifiques. Et on a lancé dès le début un défi photo nature ouvert à tous les habitants de Dunkerque. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler de la science participative, mais sans aucune règle, ou presque. Vous voyez un animal, un végétal, un lichen, un champignon, tout ce que vous voulez, quelque chose qui vous semble faire partie du monde du vivant, vous le prenez en photo et d'une manière ou d'une autre, vous le transmettez à la ville de Dunkerque ou au CPE Flandre-Maritime. Là, vous avez quelques illustrations qui ont été prises par des habitants de Dunkerque ou des alentours immédiats. Grâce à la participation des habitants, que je remercie une fois de plus, puisque je sais que certains autour de l'écran ont participé à ce défi photo, on a récolté plus de 1000 photos qui, une fois qu'on les a analysées, nous ont permis d'identifier plus de 500 espèces différentes, faune et flore, animales et végétales. Donc, l'habitant, le citoyen, par le biais des sciences participatives, par le biais de ses observations, peut améliorer de manière assez simple la connaissance de la biodiversité et donc à terme sa préservation. Je voulais vous montrer quelques espèces, 4 espèces ou groupes d'espèces qui nous tiennent à cœur. L'Ophrys abeille, pour commencer. Alors, elle est beaucoup plus commune que les espèces d'orchidées dont a parlé Vianney juste avant, mais c'est pour nous une espèce d'emblème sur notre territoire dunkerquois. Pourquoi ? Parce que il y a 30 ans, elle avait quasiment disparu de notre territoire. Grâce aux efforts qui ont été faits par les services publics, par les agents communaux, en termes de diminution des biocides, en termes de mise en place de gestion différenciée, mais aussi par les particuliers qui laissent de plus en plus un peu de nature sauvage s'exprimer dans leur jardin. Et bien aujourd'hui, cette Ophrys abeille, vous voyez les points verts sur la carte juste à côté, est vraiment en train de regagner de la place, et je ne vais pas dire qu'on la trouve dans tous les espaces verts de Dunkerque, mais quasiment. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et qui montre que tout n'est pas perdu, loin de là. Alors, autre espèce, j'ai laissé l'ancien nom couleuvre à collier, la couleuvre helvétique maintenant. Ça, c'est une espèce qu'on attendait. On attendait qu'elle remonte depuis ces populations, ces grosses populations les plus proches dans l'Audomarois, qu'elle remonte via le canal AA. Elle est arrivée à Dunkerque, elle est arrivée au Parc des Sculptures à Dunkerque-Malo. Et en fait, elle a été vue en 2018. Malheureusement, on a encore beaucoup d'éducation
et de sensations à faire, puisque on n'a même pas le temps, nous, naturalistes, et la voir, puisque les services du lac ont appelé les pompiers en voyant ce serpent. J'insiste sur les espèces exotiques envahissantes. Vianney en a très bien parlé tout à l'heure. Ce sera quand même pour nous, dans les perspectives qu'on se donne après l'ABC, on va travailler sur ces espèces exotiques envahissantes. Alors, j'en citerai qu'une, celle la plus à droite, l'arbre à papillons. L'arbre à papillons qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un faux ami pour la biodiversité, et notamment pour les butineurs. Je ne m'étends pas, mais l'arbre à papillons est aujourd'hui considéré comme une espèce exotique envahissante, et il y a tout un tas d'autres espèces qu'on peut mettre, qu'on peut implanter dans son jardin pour attirer les butineurs, des espèces locales, et qui ont un impact positif bien plus grand que cette espèce-là. Et puis, dernier focus sur les amphibiens. Alors là aussi, Vianney en a beaucoup parlé. Sur le territoire de l'ancien delta de l'A, le triangle qui va de Saint-Omer à Dunkerque à Calais, on a perdu, c'est les mêmes ordres d'idées qu'au niveau national, 90% des zones humides en un siècle. Donc, toutes les mares qui ont été asséchées, les qui ont été comblées, etc., etc. Les amphibiens, qui sont des espèces vraiment très liées à ces subissent la même érosion, la même perte au niveau des populations. On a quand même pu voir 4 espèces sur Dunkerque, dont l'emblématique en haut à droite, crapaud calamite, une espèce vraiment typique des milieux littoraux et qu'on trouve encore au Parc du Vent à Malo. Donc là aussi, un gros travail qu'on mène avec les agents pour préserver cette espèce-là particulièrement, sachant que quand on travaille pour le crapaud calamite, on sait que énormément d'autres espèces profitent également de ce qu'on veut bien faire. Et puis l'ABC, ce n'est pas qu'un état des lieux, c'est pas qu'une liste d'espèces animales et végétales, c'est pas qu'un gros rapport qui sert à caler une table un peu branlante, mais c'est aussi des perspectives et un vrai outil d'aide à la décision. On a beaucoup de choses à faire encore pour poursuivre la préservation de la biodiversité. On va continuer à travailler avec les agents. On les forme. On leur explique pourquoi on leur demande de travailler sur la biodiversité, on leur explique pourquoi on leur a demandé de changer leur métier et aujourd'hui, on voit déjà les premiers effets positifs. Et puis, il y a cet événement, cette semaine et ces mois d'événements Dunkerque naturel. On va faire énormément de choses avec la ville, toutes les assos du territoire, des conférences, des ateliers, des balades sonores, des découvertes histoire et nature, des découvertes des sauvages des rues, des travaux sur la cour d'école de demain, des sticks jardins également. C'est-à-dire que les associations peuvent se déplacer chez vous pour venir faire un petit diagnostic de la faune et de la flore qui s'y trouve. Je vous invite d'ores et déjà à noter l'adresse mail qui est en bas de la diapo et puis vous donner des conseils, bien sûr, pour attirer la biodiversité le plus possible et le plus facilement possible à moindre coût dans votre jardin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez quelques liens vers des sites et une adresse mail que je vous invite là encore une fois à noter. Et puis, je suis à votre disposition avec Armel pour toute question ou toute demande de précision. Merci Guillaume, Armel. Alors, il y a une question là, on va la poser tout de suite. C'est où peut-on en savoir davantage, nous pose deux personnes, avoir l'inventaire global ou plus d'éléments que ce qui peut être trouvé. Donc là, on disait sur le site de la mairie. Est-ce qu'il y a un document un peu plus consistant qui peut être trouvé pour la population? Oui, je ne sais pas, Guillaume, si tu veux y répondre. En tout cas, on a élaboré beaucoup d'outils pour partager cette connaissance. Donc, notamment un nuancier, enfin plein de choses que vous allez découvrir aussi pendant Dunkerque naturel. On va s'efforcer de mettre, parce que j'ai vu les commentaires sur le fil de la conversation, on va s'efforcer de mettre
le plus d'éléments possible sur le site internet de la ville. Et puis voilà, Guillaume partage aussi des adresses. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter directement à la direction des développements durables à la ville de Dunkerque. Ou nous envoyer un mail si vous souhaitez voilà, des informations plus complètes. Oui, bien sûr, on tient à votre disposition les listes complètes. Enfin, en tout cas, au niveau du CPIE Flandre-Maritime, on a l'ensemble des informations. Les rapports, certains rapports en tout cas qui ont été produits avaient une visée, on va dire, grand public. Bien entendu, à côté de ça, il y a toute la base d'espèces en tableur, etc. Et puis moi, je suis bien entendu disponible pour transmettre à qui veut ces informations. Merci Guillaume. Et merci donc à tous ces contributeurs et à ce très beau travail que vous avez fait pour le Dunkerquois sur la biodiversité. Voilà. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie en tout cas. Je remercie tous les participants, la 50aine de participants qui étaient là ce soir et des intervenants. Je pense pour la plupart, en tout cas, tous engagés pour les participants pour la préservation et l'amélioration de la biodiversité. Préserver ce qu'il y a, mais augmenter cette biodiversité par tous ces actes et cette connaissance accrue. Vous retrouvez donc toutes les informations sur la conférence, sur le site internet et la page Facebook de la maison, mais aussi de tous les partenaires. On donnera ça à l'ensemble des partenaires pour que ça soit retrouvé chez l'ensemble des partenaires de ce soir. Encore merci beaucoup. Vianney, Laurent, Guillaume, Armel, Yann. On vous remercie beaucoup au nom de la Maison de l'Environnement. On a passé une excellente soirée. J'espère que pour tous, vous avez passé en notre compagnie une très bonne soirée. Et bravo pour la planète, bravo pour l'environnement. On continue en avant, comme disait une certaine personne aussi bien célèbre, mais il faut avancer pour améliorer cette biodiversité. Merci à tous. Merci Frédéric. Bonne soirée. À plus. Merci Fred. À la prochaine sur le terrain, ici ou ailleurs. Et on espère se retrouver bientôt, tous ensemble. Merci Frédéric. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.